Bienvenue sur Spectrum Télévision, c'est la nuit du sport qui démarre à l'instant comme chaque mercredi soir. Au menu de cette édition du 20 juillet de la boxe avec notamment le retour triomphant de Bertrand Magloire Menduga. Après son élection samedi dernier à Alger à la présidence de la Confédération africaine de boxe en abrégé AFBC, qu'il faut-il attendre du nouveau patron de la boxe sur le continent africain? La question est au menu de la pause actu ce soir. On parlera également des arts martiaux, particulièrement d'une discipline qui est en train de faire son chemin au Cameroun, à savoir le Shorinjin Kempo. Il y a eu le week-end dernier ici à Douala un stage marqué par le passage des grades. Davantage d'explications dans un instant avec Maître Jacqueline Edjo Etouké. Il est ceinture noire première dan et vice-président de l'association sportive de Shorinjin Kempo au Cameroun. Je pense que c'est ça. Voilà. Bonsoir maître, merci d'être sur ce plateau. Et puis en seconde partie de l'émission, le débat va porter sur le football féminin avec l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Afrique du Sud, Maroc. C'est donc l'affiche de cette finale cette année. Et ce sera également l'occasion pour nous de revenir sur le bilan même du Cameroun. Le Cameroun qui, comme vous le savez, va donc disputer le tournoi intercontinental qui va donc nous qualifier ou non pour la prochaine Coupe du Monde de football féminin prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023. Voilà pour le menu ce soir. Georges Mbimbe, rédacteur en chef de Radio Sport Info, est avec nous ce soir. Bonsoir Georges. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir une fois de plus d'être là. Merci d'être là encore. Une fois de plus, bonsoir Maître. Merci, bonsoir. Voilà, on rappelle que vous êtes le vice-président de l'association sportive Shorinjin Kempo. Voilà, j'y arrive. On va en parler dans un instant. Didier Mkwa, écologiste, homme politique, analyste de sport aussi, est avec nous ce soir. Didier, bonsoir. Bonsoir Lydie Makeda, je dis bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis un peu gêné, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas trop de la Coupe du Monde militaire de football féminin. Ah, d'accord. Ça rentre dans le football féminin. Ok, merci. C'est toujours un plaisir de partager ton plateau. D'accord. Et Ernest Mabouka qui est avec nous pendant ces quelques semaines de congé avant qu'il ne reparte encore. L'entraîneur de foot est avec nous. Ernest, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de la grande chaîne. Nous sommes là, on va débattre, on va analyser. Juste après cette pause publicitaire, on se retrouve pour la pause actu. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Cristal Drink, cristallisez vos envies. Avant de parler de boxe, on va s'intéresser à cette actualité au niveau de l'olympisme. Vous le savez, le Cameroun est engagé sur plusieurs fronts, les Jeux du Commonwealth, les Jeux de la solidarité islamique. À cet effet, il y a eu la cérémonie de remise d'étendards aujourd'hui au niveau du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé. On en parle un peu plus avec vous, Olivier Bouzike, dans ce reportage. Comme c'est un serein, ces athlètes vont représenter le Cameroun dans quelques jours à 2 compétitions internationales majeures. Les Jeux du Commonwealth en Angleterre d'une part, d'autre part, les Jeux de la solidarité islamique qui se dérouleront en Turquie. On part toujours avec la même ambition de remporter ces Jeux islamiques qui, pour nous, ça sera aussi une compétition pour préparer derrière les championnats du monde qui sera à la fin du mois d'août. Nous partons étant suffisamment prêts et nous reviendrons avec des bonnes nouvelles. Ce 20 juillet, au siège du Comité olympique et sportif du Cameroun, il est question de leur remettre l'étendard
signe de bénédiction des autorités camerounaises pour leur permettre de compétir dans un esprit de patriotisme. D'un grand sens de la discipline, de la responsabilité, d'une conscience des enjeux symboliques pour le Cameroun qui est une grande nation de sport et aussi l'esprit animé par un souffle conquérant, le souffle conquérant devant les porter vers l'amélioration des performances. Avant leur départ, les deux délégations ont été préparées sur tous les plans, puis briefées sur la conduite à tenir durant les Jeux. Nous devons laisser une image d'une jeunesse responsable, disciplinée, organisée, venant d'un pays qui est bien gouverné. C'est à cela que nous allons nous atteler pour conduire les deux délégations. Les Jeux du Commonwealth se dérouleront à Birmingham du 28 au 8 août, quelques jours avant les Jeux de la solidarité islamique prévus du 9 au 18 août 2022 à Konya. J'ai vu Didier Mouka sourire un peu au cours de ce reportage qui porte, on le rappelle, sur cette cérémonie. Et le ministre des Sports, par exemple, Didier a rappelé qu'il est question d'améliorer les performances du Cameroun à ces différents jeux, que ce soit les jeux du Commonwealth ou alors les jeux de la solidarité islamique. Et ça vous a fait sourire. Plus vite, plus haut, plus loin. C'est la devise de Pierre de Coubertin. Et puis, ce qui m'a amusé, c'est la chute du président du comité national olympique. Colonel. Ce qui me paraît un peu... c'est un jeu ludique. C'est qu'on ne voit jamais quand les gens se préparent. On voit seulement quand les gens débarquent dans ça ne veut pas dire que les athlètes ne se préparent pas? Oui, peut-être c'est moi qui ne suis pas au courant. Mais l'essentiel, comme disait Pierre de Coubertin, nous sommes dans l'olympisme, c'est de participer. Aujourd'hui, l'essentiel pour le Cameroun, ce n'est plus de participer simplement. Oui, parce que ce que je vois là, je ne sais pas quand les gens sont préparés. Subitement, on voit des gens qui s'alignent, le ministre vient leur donner l'onction républicaine. Et puis, bon, c'est ça qui me gêne un peu. Si tel est le cas, évidemment, on est là dans l'esprit de l'olympisme, celui de Pierre de Coubertin, qu'on connaît très bien, le pédagogue. L'essentiel, c'est de participer. Bon, et au-delà, même si on ne gagne pas, vous savez, le football, là, c'est si magique. C'est la rencontre des peuples, ce qui n'est pas toujours mauvais. Alors, quand les peuples se rencontrent, c'est les barrières qui reculent, c'est les passerelles de paix qui se construisent. C'est comme ça que moi, je regarde ces choses-là. C'est aussi un peu le même regard, Georges, rapidement, sur cette actu. Oui, un peu quand même, parce que là, à la suite de cet élément, on a le sentiment que on a tellement tout fait pour aller améliorer nos performances, mais nous tous nous savons que, mis à part le football, on essaie de faire un certain nombre de choses. Sur les autres disciplines de sport, on fait comme on peut. Et ça paraît un peu trop facile de donner le sentiment qu'on ira très loin. Maintenant, il ne faut jamais oublier que sur ces compétitions-là, on brille aussi souvent dans le chapitre faits divers. Et je pense à Birmingham. Peut-être c'est pour ça qu'on a parlé de la jeunesse responsable tout à l'heure, le président du CNO. Enfin, peut-être, parce que à défaut de souvent faire de belles choses sur le plan sportif, il y a d'autres endroits où on passe généralement pour des champions. Et il va falloir faire très attention justement, parce que là on se retrouve quand même en Angleterre. Et je pense que nous on suit particulièrement, parce qu'il faut savoir si tout le monde pourra s'y rendre. On sait comment c'est compliqué, même quand vous êtes un sportif, de pouvoir entrer en Angleterre. Donc on verra. En tout cas, je souhaite le meilleur à tous ces sportifs-là. Mais il est évident qu'il y a encore beaucoup trop de choses à faire en matière de politique sportive chez nous. Il y a beaucoup de choses à faire. De toute façon, les Jeux du Commonwealth, les Jeux de la solidarité islamique sont prévus au mois d'août prochain. C'est forcément une actualité que nous allons suivre dans le cadre de cette émission. Pas le box, Ernest Mabouka, c'est vrai, déjà la semaine dernière, on en parlait avec cette candidature camerounaise à la présidence de la Confédération africaine de boxe. Ça y est, samedi dernier.
Bertrand Magloire Mendoga a été donc élu avec 21 voix sur 40. On rappelle que c'est le président de la Fédération camerounaise de boxe. Il est également président de la zone 4. Comment est-ce que vous avez justement accueilli cette élection-là? Je crois que si j'étais quelqu'un qui pouvait ne serait-ce que dire quelque chose de spécial, je l'ai dit déjà. Et j'avais souhaité bonne chance au président Mendoga. Aujourd'hui, il est président, pas un petit président. Ça veut dire que le sport au Cameroun, il faudrait qu'on puisse respecter les Camerounais dans tout le monde entier. Parce que à chaque fois que nous sommes devant la scène, surtout dans les sports où nous avons triomphé, moi je parle, quand on parle de la boxe, on parle de Ngobanga, on parle de Mébé. Ce qui veut dire que ces gars, dans le monde de la boxe en Afrique, ont fait quelque chose. Ce qui fait en sorte que tout le monde aujourd'hui, on ne va pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de la boxe au Cameroun, mais des hommes qui ont mis le Cameroun là où le Cameroun est aujourd'hui. Je crois que le président Mendoga pourra ne serait-ce que bien continuer ce qui lui attend par rapport à sa présidence au niveau de la boxe dans le monde entier. Donc je me dis, il sait pourquoi il est là. Il sait pourquoi l'Afrique a souhaité qu'il soit là, et le Cameroun en particulier, parce que je l'ai dit, que si le gouvernement camerounais le supporte, lui donne toutes les chances et l'aide à pouvoir être là où il est là aujourd'hui, je crois que c'est une bonne victoire pour le Cameroun et pour les boxeurs camerounais. Bonne victoire aussi pour la diplomatie. Oui, tout à fait. Cela va sans dire. Cela va sans dire. Il faut déjà évidemment saluer la diplomatie silencieuse du président de la République, féliciter l'entre-gens du ministre de Sport, parce que c'est une très très grosse prise. Être président d'une fédération, d'une confédération africaine comme celle-là, c'est pas quand même du menu frétin. Que l'actuel président reçoive mes félicitations, mes hommages dus à son rang. Moi, je pense que ce monsieur-là doit être reçu par le chef de l'État. Il a été reçu par le ministre des Sports. Oui, le ministre des Sports, c'est le ministre des Sports, pas celui-là qui définit. C'est une façon aussi de marquer quand même. Oui, c'est ma façon de voir, parce que je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième président de la Confédération, après M. Issa Yatou. Je pense qu'il doit être reçu par le chef de l'État, parce que c'est une très très grosse prise. Et comme vous l'avez si bien dit, sur le plan de la diplomatie, ça compte beaucoup. Vous savez, tout à l'heure, je l'ai dit, le sport a ceci de magique. Il fait reculer les barrières d'incompréhension, lance les passerelles entre les peuples. On l'utilise pour gérer des conflits. Donc moi, je pense que c'est quand même quelque chose de très bien. Et puis derrière cela, il ne faut pas l'oublier, je le répète, c'est la diplomatie de la République camerounaise qui est mise en exergue. Alors Georges, vous qui suivez évidemment l'actualité sportive au quotidien, vous qui la traitez d'ailleurs, est-ce que ça a été une surprise pour vous, cette victoire du Camerounais Bertrand Mendoga? Non, ça n'a pas été une surprise parce que je sais à peu près comment ça s'est passé pour qu'il en arrive là. C'est pourquoi je vais avoir une position totalement différente de l'intervention de mes compagnonnistes tout à l'heure, parce que M. Mendoga est aujourd'hui à la tête de la Confédération par rapport à ce qu'il incarne, lui, en tant que boxeur, et par rapport au nombre de titres qu'il a. C'est surtout ça qui le propulse à travers son réseau là où il est. Moi, ce qui m'aurait davantage marqué, et là c'est plus un regard de sportif, c'est que ce soit les œuvres de M. Mendoga en tant que président de la Fédération camerounaise de boxe qui l'amènent là où il est. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Regardons la situation de la boxe au Cameroun. Il n'y a qu'à regarder la situation de la boxe au Cameroun pour se poser de manière lucide la question de savoir mais comment il a fait pour se retrouver à la Confédération. Aujourd'hui, on n'a pas de champion. Tous nos champions ont vite fait de se retrouver par le biais de certains tournois, de fuguer et de se retrouver de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a rien qui est fait pour qu'il reste là. Il n'y a rien qui est programmé, il n'y a rien qui est préparé. Je pense que dans ce pays, on a vite oublié le dernier fait divers en date, où les boxeurs étaient supposés aller
se préparer ou participer à un tournoi en Russie. Ils se sont retrouvés, je crois que c'était au Qatar, de manière inexpliquée jusqu'aujourd'hui, où on nous a dit qu'il y a des enquêtes qui ont été diligentées au niveau du ministère de l'Éducation physique, mais on n'a jamais su ce qui s'est passé. Alors, je voudrais bien qu'on me dise, depuis qu'il est là, depuis plusieurs années, ce que M. Menouga a fait. Est-ce qu'il a développé les clubs? Non. Aujourd'hui, il est complètement attaqué par des anciens boxeurs qui ont créé une association qui vise à renverser M. Menouga. Dans cette association, vous avez notamment Hassan Dam, qui est boxeur d'origine. Donc, dans ces conditions-là, comment vous faites pour être à la tête d'une confédération comme celle-là? Mais comme dans notre pays, moi, je fais partie de ceux qui pensent à la deuxième chance. Didier disait, s'il n'est pas soutenu par le gouvernement camerounais, il ne passe pas. Hein. Oui, mais parce qu'à ce niveau-là, c'est plus seulement du sport. Hein. Non, à ce niveau-là, c'est le rayonnement du pays, c'est la diplomatie. Les gens jouent en dessous, mais ça ne se voit pas. On voit seulement là où il a gagné. Mon cher frère, moi je pense qu'aujourd'hui, bon, il faut laisser... Mais quand même, l'inquiétude... Il a parfaitement raison. Que pose le diagnostic que pose... Non, il pose... Oui, Georges, ce que Georges dit, je suis d'accord avec lui. Si M. Menouga devenait président comme il est aujourd'hui, j'insiste, parce que sur le plan local, il y a eu un travail énorme qui a été fait. Oui. Moi, j'aurais jamais eu à tenir ce type de discours, mais je me mets à la place d'un boxeur lambda qui tous les jours se bat à Yaoundé ou même ici à Newbel, à Douala. Quel est le regard qu'il peut poser sur ce type de choses? Alors oui, c'est bien pour le Cameroun, mais c'est surtout bien pour M. Menouga. Mais le problème, en fait, c'est que ça aurait été mieux que ce soit au-delà de M. Menouga, que ce soit effectivement la boxe camerounaise qui gagne. Mais je voulais terminer en disant que moi, je fais partie de ceux qui pensent et qui croient fermement à la deuxième chance. C'est que voilà une nouvelle opportunité qui est donnée à M. Menouga de démontrer donc ce qu'il est capable d'impulser et de rendre au Cameroun ce que le Cameroun lui a donné à travers cette opportunité. Mais je ne vais pas inventer une réalité qui n'existe pas. La situation actuelle de notre boxe est lamentable à la limite. Il n'y a rien de positif. Les Wilfy, Seil et tout le reste, tout ce qu'ils souhaitent faire, c'est-à-dire avoir l'occasion de disputer une compétition à l'international pour fuguer. Et normalement, ça doit interpeller en réalité sur ce qui est programmé sur le plan local. Donc il a une deuxième chance, à lui de saisir cette deuxième chance pour justement pouvoir travailler efficacement cette fois-ci. Je crois l'idée, ce que Georges dit est pertinent, hein, parce que nous avons eu la semaine passée un promoteur ici. Je crois que je suis passé dans les radios avec lui. Il a mis, même à Bonam Sadou, quelque part là-bas, un terrain de boxe, hein, ou par moment, un ring de boxe, il y avait du monde chaque semaine, il y avait de la musique, chaque semaine. Voilà les gens dont on devait encore encourager. Mais je crois qu'il a tenu un bon langage. La semaine où on était ici, mercredi, il a dit que lui, il aimerait que M. Menouga puisse gagner. Et voilà quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent dans le sport et il est équipementier. Donc, je crois que ce que Georges dit est pertinent parce que ça fait depuis qu'on ne parle plus de boxe. Nous, on pouvait boxer parce que je vous parle, quand je voyais les Mbébé, les Ndongo Banga, je me suis dit, par moment, on m'appelait même Ndongo Banga parce que à un moment, je me disais que je pouvais boxer parce que en ces années-là, le boxe se parlait. Tu es allé au camp de Newbel, tu trouves des gens boxer, tu es content quand tu rentres à la maison. Et quand on partait à Bipanda regarder Mbébé, ou bien à Yaoundé qu'on regarde Ndongo Banga, tout le monde. Ça veut dire que nous tous, nous souhaitons vraiment à M. Menouga de ramener tout ce monde-là pour que la boxe camerounaise puisse ne serait-ce qu'aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un challenge qui est là. Il n'est plus seulement le président de la Fédération camerounaise de boxe, il est quand même le patron de la boxe en Afrique. Et sur le plan local, vous l'attendez? Oui, automatiquement, parce que je crois, si il le fait, et s'il aime la boxe, parce qu'il est là, et il est en haut aujourd'hui, il faudrait automatiquement que dans tous les secteurs, dans tous les quartiers, qu'on trouve des gens, parce que les États-Unis sont
au top aujourd'hui parce que même dans les sous-quartiers, on peut chercher les gens, les jeunes garçons qui boxent. On met les gens partout pour essayer de pouvoir avoir un ou deux ou trois. Mais pourquoi on ne peut pas le faire au Cameroun? Le Cameroun, c'est un pays béni du sport. Hein. Ce n'est pas seulement le football. Mais on a eu des boxeurs qui ont mis le Cameroun à un niveau. Pourquoi ne pas revenir à ces temps-là et pouvoir, ne serait-ce que, essayer de triompher l'Afrique? Il est président. Il faudrait que les Camerounais puissent ne serait-ce que gagner des compétitions en Afrique. Et puis, pour chuter, moi je pense qu'il a là aussi là, une très grosse opportunité. Genre, il peut compter sur des personnalités comme Francis Ngannou, parce que j'ai eu dit que Ngannou est en train de vouloir quitter MMA pour aller boxer autrement. Et puis, ce n'est pas le seul champion du monde en MMA. Nous avons, je crois, un autre, j'oublie le nom. Je pense que c'est des personnalités mondialement reconnues sur lesquelles il peut s'appuyer pour dérouler sa feuille de route. Ouais, peut-être c'est une piste. Oui, de ce que je sais, pour le moment, il faudrait déjà qu'il s'asseye avec les anciens, parce que je précise, pour le moment, c'est à partir du moment où ceux qui ont essayé de faire quelque chose et lui, il n'arrive pas à s'entendre, sur le plan local, ça bloque beaucoup de choses. Alors eux, ils lui reprochent l'idée de ne pas accepter que parfois, quand ils viennent avec des projets, ils veulent venir avec des équipements, ils ferment la porte en estimant qu'en ouvrant la porte, ils seront obligés de partager certaines situations avec eux. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait déjà... Peut-être le fait d'être président de la Confédération, ça lui donne forcément un autre regard, un autre statut. Oui, et ça peut aussi impliquer qu'il soit un peu plus souple. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un chef de famille. Un chef de famille, c'est celui qui doit être moins émotif et plus serein et plus calme par rapport à tout le monde. Donc je pense que c'est ce qu'on attend de lui aujourd'hui. Hassan Damna était un champion. Il n'y a rien qui puisse expliquer que s'il a envie d'aider le Cameroun, la porte lui soit fermée. Donc je pense qu'il faudrait qu'il essaye de s'asseoir, de rétablir le contact avec ces gens-là, parce que ces gens-là ont aussi des idées à apporter à la boxe camerounaise qui, je le précise, malheureusement va très très mal. Ouais. Évidemment, on va poursuivre cette pause actu en nous intéressant cette fois aux arts martiaux avec notamment maître Jacqueline Enjo Etouké. On rappelle qu'il est ceinture noire première dan et vice-président de l'association sportive Shoriji Kempo au Cameroun. Je disais à l'introduction de cette émission, il y a eu un stage le week-end dernier ici à Douala, stage marqué notamment par le passage de grade, comme on peut le voir un peu sur ces images, quelques démonstrations de cet art martial. On va en savoir un peu plus et on en a profité avec notamment Nono Foutué qui était sur le terrain pour en savoir davantage. C'était quoi exactement ce stage? On va vous proposer d'écouter justement quelques réactions. Alors aujourd'hui, il était question d'un stage de connaissance du Shoriji Kempo, de présentation des différentes phases d'entraînement d'une séance de Shoriji Kempo et aussi de présentation des premières ceintures noires de Shoriji Kempo du Cameroun. Le stage de connaissance et d'apprentissage des différentes phases était spécialement destiné aux jeunes, à ces jeunes qui s'intéressent à la discipline et qui voudraient bien comprendre comment se déroule le stade, les entraînements de Shoriji Kempo. Actuellement, pour les ceintures noires, le Shoriji Kempo enregistre 5. Nous avons 5 ceintures noires. Tous n'étaient pas là aujourd'hui. Et pour les participants, nous avons enregistré pratiquement 15 participants. Nous voulons ajouter que la particularité de ce jour était aussi de présenter l'interdisciplinarité du bureau de police de Douala, du commissariat 8e de Douala, qui en son sein comporte un club de karaté et également un club de judo. Donc nous avions eu à travailler en interdisciplinarité également. Très satisfait
très satisfait du stage, d'autant plus que l'art martial, particulièrement le Shorinji Kempo, est une discipline qui contribue au développement intégral de l'homme. Et pour la jeunesse, pour les enfants, cela contribue à la maîtrise de soi, à lutter contre la violence, que ce soit en milieu scolaire ou à la maison, mais aussi et surtout à se discipliner. D'abord, oui, je me présente, M. Maître Lévis Pakeju, ceinture noire, 5e dan Shorinji Kempo, Daikenshi, 5e dan Daikenshi. En fait, le Shorinji Kempo, c'est quoi? C'est le développement des capacités humaines jusqu'à leur plein épanouissement. Ici, nous apprenons à chaque individu, en fonction de sa taille, sa force, comment se développer et comment se défendre. Nous avons fait un stage en Consamba, nous avons eu beaucoup de personnes, ici à l'ouest, au niveau de Bafan. Nous avons eu beaucoup d'adeptes à ce niveau, puisque c'est adapté à tout le monde. Que tu sois vieux, que tu sois enfant, tu peux apprendre Shorinji Kempo. Pour le moment, nous ne sommes pas encore au niveau de la fédération, nous sommes une association reconnue, vous voyez, et c'est pas facile de devenir une fédération. Il y a des élèves, vous savez, nous avons beaucoup de personnes qui sont responsables, soit des jours qui viennent, des jours qui ne viennent pas, et le classement devient un peu très difficile. Certaines personnes font les deux semaines avant de venir, il faut toujours qu'on reprenne, c'est pas facile, c'est pas évident. Et c'est une nouvelle arme martiale. En tant que promoteur, j'essaie de faire trop de fois, faire le maximum de mon mieux pour pouvoir faire comprendre ça au public. Ces gens ne savent pas encore ce qu'on appelle vraiment le Shorinji Kempo. Voilà pour ces quelques images du stage. Maître, alors est-ce que vous êtes par exemple satisfait quand même de ce stage qui s'est déroulé le week-end dernier ici à Douala? Effectivement, j'ai été satisfait parce que, vous savez, le sport déjà, c'est pour soi, pour avoir sa forme d'abord. Et le stage, comme vous avez écouté tout à l'heure, le stage a permis de faire connaître la discipline, puisque c'est une discipline qui n'est pas encore vulgarisée dans notre pays. Bon, vous savez, les gens ont tendance à considérer le karaté, le judo, la boxe. Quand on parle du Shorinji Kempo, les gens sont surpris. C'est à partir des stages et des entraînements, quand certaines personnes viennent et découvrent vraiment ce que c'est que le Shorinji Kempo. Alors, est-ce que, par exemple, Georges, vous avez entendu déjà parler de cet art martial? Bon, j'avoue. J'interpelle Georges parce que lui est dans l'information. J'avoue très sincèrement que je découvre également. Et il y a d'autres disciplines liées aux arts que je connaissais, mais malheureusement, je connaissais pas le Shorinji Kempo, dont je découvre agréablement. Et après, je me pose bien la question parce que je sais qu'on a souvent d'autres qu'on importe, dont les promoteurs reviennent des pays comme le Japon, la Chine. Je parle par exemple du Jian Xingquan que j'ai souvent suivi. Donc là, par contre, j'ai pas su d'où ça vient en réalité. Donc c'est peut-être là ma plus grande interrogation. Et il est là justement pour nous dire d'où ça vient et pourquoi. C'est au Cameroun depuis combien de temps? Moi, on connaît le Shotokan, le Shotokan, le Kung Fu. Vous aussi, vous ne connaissez pas le Shorinji Kempo? Ernest? Le Nambudo, voilà, la karaté, parce que j'en ai fait, j'ai travaillé avec des karatékas. Vous connaissez le Shorinji Kempo ou pas, Ernest Mabouka? Voilà. Non, voilà. C'est ma première fois. D'accord. Maître, allez-y, dites-nous. Déjà, le Shorinji Kempo, c'est un art martial du monastère du Temple de Shaolin. Ah, d'accord. Temple de Shaolin. Et le promoteur, c'est le Jukenshi, Maître Elvis Kepaju, ceinture noire 5e dan. Et c'est toujours avec ça qu'il a eu ses 5 dents? Non. En fait, le fondateur de cette discipline, c'est un Japonais au nom de So Kenshi. C'est le fondateur. Et il est parti du Japon pour la Chine. D'où, arrivé au temple de Shaolin,
étant déjà donné qu'il avait pratiqué auparavant le Jutsushi, le Aikido et le Chujutsu. Bon, déjà avec cette discipline-là, il a enjancé à la boxe. La boxe qui est le shuriji. Le shuriji, c'est la boxe chinoise. Il a enjancé et a créé ce qu'on appelle le Shuriji Kempo en 1947. En 1947. Bon, le promoteur avait fait un tour, je crois, c'était en 2003, où il est revenu au Cameroun. Il est revenu au Cameroun pour faire promouvoir sa discipline. C'est vrai, c'était pas facile parce que étant donné que on ne maîtrisait pas cette discipline, il a eu du mal à faire comprendre à un certain nombre de personnes. Je peux dire, je suis parti du karaté au Shuriji Kempo. Ah, d'accord. Et quand je suis arrivé chez le maître Kepa Joevis, je partais parce que je voulais faire le Aikido. Quand je suis arrivé, il m'a donc proposé sa discipline. J'ai fait 2 séances d'entraînement et j'ai aimé, puisque là, j'ai vu les techniques du karaté, j'ai vu le judo. Là, j'ai directement compris que ça engendre plusieurs disciplines et ça m'a intéressé. Enfin, j'étais en train de se demander quelle est justement la différence entre tout ça, Kempo, karaté, boxe, c'était ça. C'est quoi la différence? On laisse les spécialistes un peu parler, coach. Après, vous allez intervenir, s'il vous plaît. C'est quoi la différence justement entre ces différentes disciplines? La différence entre cette discipline et les autres disciplines, c'est que c'est déjà le nom. Non seulement au-delà du nom. Non seulement au-delà du nom. Il y a des techniques qui sont encore développées et comment dirais-je, non seulement les techniques qui sont développées, dans le Shuriji Kempo, on ne venait pas le maître comme dans d'autres disciplines. Le maître est comme un parent pour nous. Il donne des conseils. Et puis on travaille plus le souffle et la souplesse. D'accord. Je pense que Ernest Mabouka a compris, lui qui a pratiqué. Puisque quand on regarde même le nom, ça dit tout. Ça veut dire qu'il y a environ 7 arts martiaux ou 8 qui sont dedans. Parce qu'il a expliqué ça. Ça veut dire qu'à chaque moment que vous faites le sport, quand vous arrivez à un niveau, surtout les maîtres là, quand on appelle les maîtres, premier dan, deuxième, troisième dan, quand ils arrivent dans des pays comme la Chine, le Japon, tu es obligé de trouver notre maître qui a créé sa chose, comme les Shaolin, il a créé beaucoup de choses dans son temple. Ça veut dire, quand vous regardez l'histoire des Shaolin, vous allez voir qu'il a fait beaucoup d'arts martiaux. Donc, ce qui veut dire que le Shuriji Kempo sort des arts martiaux, beaucoup d'arts martiaux. C'est pas seulement, comme il a dit, le judo est là, la boxe est là parce qu'on forme le point, le karaté est là, il y a tout. Donc je me dis quand même que on dit waouh, les Camerounais sont forts, on est partout. Et c'est intéressant de voir que chaque Camerounais qui est dehors a envie d'amener ce qu'il a appris quelque part dans son pays. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sport mineur. Alors maître, je voudrais justement vous demander par rapport à ce déploiement de cet art martial-là, où est-ce que vous en êtes? C'est une association sportive. Quels sont peut-être les rapports avec les autorités administratives, les fédérations, etc. Où est-ce que vous vous situez? Bon, déjà, le Shuriji Kempo, nous sommes actuellement une association reconnue par le ministère des Sports. Là, c'est uniquement le ministère des Sports. Vous n'êtes pas proche d'une fédération quelconque? Pas encore? Bon, nous sommes proches de la FECACA,
FECA Karaté. La Fédération camerounaise de karaté, justement, et discipline affinitaire. Et comment ça se passe, justement, la collaboration? Comment vous êtes organisés entre vous, quoi? En principe, au départ, on a été gradé. Les premières ceintures ont été gradées, je crois que c'était en 2019 par la FECA Karaté. Mais on avait trouvé ça absurde à notre niveau, d'autant plus que nous avons des techniques dont les karatékas ne maîtrisent pas. Quand on faisait le passage du grade, je crois quand même que à ce niveau-là, les hauts gradés étaient un peu perdus par rapport aux nouvelles techniques. Ouais. C'est le 17 juillet 2022 que le promoteur, le Jukenshi, Maître Elvis Kepajou, a décidé de nous grader. À lui-même. À lui-même. Plus la fédération. C'était plus la fédération. C'était plus la fédération. Là, maintenant, c'était l'association. Ouais. Est-ce que vous comprenez un peu ça, Georges? Oui, non, je comprends parfaitement. C'est pour ça que je pense qu'on dit Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire. Je comprends qu'ils aient trouvé absurde que pour des grades de passage, que ce soit le karaté, étant donné qu'ils ont des spécificités. Qui n'intègrent pas forcément toujours des techniques du karaté. Et donc, ils avaient du mal à comprendre que ce soit au niveau du karaté que cela se décide. Donc, là, on parle de cette discipline. Il y a le Aikido, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ces maîtres qui sont allés du côté du Japon ou de la Chine, qui ont été des disciples, et qui reviennent avec ce qu'ils ont appris pour essayer de faire promouvoir ça. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que j'ai pas l'impression que pour le moment ça décolle. J'ai le sentiment encore que ça ressemble un peu à une secte. Et c'est le seul regret que j'ai. Enfin, pas secte dans le sens populaire de la chose, parce que je sais que sur le plan populaire, dès qu'on parle de secte, là c'est plus secte fermée où c'est quelques personnes et on travaille effectivement sur la discipline. Je vais dire, c'est en fait de ça dont il est question, mais je vais dire, dans la compréhension populaire, quand vous dites secte, on voit, et c'est péjoratif, on voit autre chose. Donc c'est plus ça. Je pense que déjà, il faudrait que même au niveau de la Fédération camerounaise de karaté, vous savez tous les problèmes qu'il y a eu là-bas. Et je pense que tant qu'à ce niveau-là, les choses ne s'améliorent pas de manière efficace, on aura ces disciplines-là qui vont se débattre comme elles peuvent, mais on ne sentira pas vraiment l'impact. Et je pense que c'est là mon regret. Je pense qu'il faut absolument, et ça passe d'abord par la Fédération camerounaise de karaté, il faut que ça se structure parfaitement à ce niveau. Ça va donner l'opportunité justement à cette discipline-là par la suite de s'implanter de manière plus efficace, je pense. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle d'implémentation, deux dernières questions, Maître, avant de vous laisser partir. Où est-ce que l'association est justement ancrée? Certes, il y a ce stage à Douala. Est-ce qu'il y a dans d'autres villes aussi, dans d'autres parties du Cameroun, où justement cet art martial est pratiqué? Le siège du Shuriji Kempo se trouve à Douala. Et pas des stages. Pas des stages, oui. Nous avons pu avoir certains centres à Yaoundé, à Bafoussam, à Konsamba, à Bafang, à Bamena, où nous avons essayé de promouvoir la discipline. Et comment a été l'accueil? Est-ce que les gens adhèrent? C'était pas évident, mais quand les gens venaient assister, au stage, ils découvraient la beauté de la discipline et c'était un intérêt. L'association. Voilà, la dernière question justement. Après ce qui s'est passé à Douala le week-end dernier, quelles sont les autres activités que l'association prévoit d'organiser
peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines ou les prochains mois? Bon, les prochains mois, c'est toujours les stages pour le moment. Parce qu'il faudrait grader de nouvelles ceintures et ça va nous permettre de faire la publicité. Nous sommes en promotion. Ouais. Ce sera où? Vous ne connaissez pas encore? Au centre, non. Ouais. Ça va toujours se passer au commissariat du 8e arrondissement à Dakar. Ici à Douala? À Douala. Ah d'accord, ok. Voilà, je pense que le rendez-vous est donné. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet art martial. On espère qu'on aura l'occasion de vous avoir ou encore d'autres membres de l'association pour en savoir davantage sur cette discipline. Merci bien, Maître Jacqueline et Joe Etouké d'être venu nous parler du Shorijin Kempo. On va rapidement vous proposer cet élément sur l'athlétisme pour signaler que Dakar au Sénégal est depuis lundi dernier la capitale de l'athlétisme africain en salle. En effet, un séminaire de formation et de certification des officiels techniques de niveau 2 s'y déroule actuellement. Les participants viennent de plusieurs pays africains. Le Cameroun est représenté là-bas par Yves-Désiré Ekwala, qui est le secrétaire général de la Ligue régionale d'athlétisme du littoral et également directeur de communication au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme. On rappelle que ce séminaire est organisé par la World Athletic avec la Confédération africaine d'athlétisme et le Centre de développement d'athlétisme de Dakar au Sénégal. Que pensent justement les participants d'une telle initiative? Nous vous proposons d'écouter quelques réactions des officiels techniques rencontrés sur place à Dakar au Sénégal. Regardez. Moi, c'est Cassie Georges de la Côte d'Ivoire. Alors, ce genre de stage, c'est rare. Chaque 5 ans, c'est une aubaine pour nous autres, pour apprendre et puis pour un recyclage. Parce que le groupe là, il y a deux tendances. Il y a des gens qui viennent pour la première fois pour faire le niveau 2. Et pour certaines personnes qui ont déjà fait le niveau 2, c'est un recyclage. Vraiment, l'objectif, l'enjeu est grand pour moi. Parce qu'au pays, les gens nous attendent avec un bon résultat. Mais avec le changement qui vient de s'opérer, on va faire le chemin. Il n'y a pas de, comme les experts l'ont dit, il n'y a pas d'examen pratique. On va faire des compositions, un examen blanc. Et puis, une deuxième phase va se faire, je crois bien, en ligne. Vraiment, nous sommes les premiers à expérimenter cela. Je suis vraiment très content, très ému pour cette formation. C'est d'abord une fierté pour moi d'abord de pouvoir prendre part à ce séminaire. Et puis c'est aussi un désir. Parce que j'ai déjà fait le niveau 1 et pour moi, ayant validé le niveau 1 et ayant été aussi validé, pouvoir faire le niveau 2, c'était vraiment un honneur pour moi lorsque la fédération m'a contacté pour me dire que j'allais participer à ce stage. Je m'appelle El Hadj Malik Diop. Je suis sénégalais. Je participe à ce séminaire de formation et de certification des officiels techniques niveau 2 organisé par la WA en rapport avec la CEA et le Centre de développement d'athlétisme de Dakar. Et nous sommes là à Dakar pour une semaine pour nous capaciter par rapport à l'organisation internationale des compétitions d'athlétisme. Et c'est un stage qui vient à son heure, c'est un séminaire qui vient à son heure, quand on sait que l'organisation de tels séminaires ne se fait pas très souvent. À titre d'exemple, j'ai fait mon niveau 1 en 2005 et le niveau 2, je le fais 17 ans après. Donc, il faut saluer l'organisation d'un tel séminaire qui permet aux officiels techniques africains, francophones, d'être vraiment capacités pour parfaire leurs organisations au niveau local et au niveau africain. Et jusqu'à l'heure actuelle, après 3 jours, comment trouver le séminaire? Après 3 jours, il faut d'abord magnifier la cohésion entre les stagiaires qui viennent de pays différents et qui, comme un seul groupe, un seul homme, sont en train de s'aider à comprendre les situations d'exercice proposées par nos formateurs. C'est l'occasion de les remercier
Madame Fatou Sissoko, experte de la WA, Monsieur Ahmed Atanani, expert aussi marocain, qui sont là depuis quelques jours pour nous aider à vraiment nous parfaire par rapport aux organisations. Voilà pour ces quelques réactions en rapport avec ce séminaire qui porte évidemment ce séminaire de formation des officiels techniques des niveaux 2 d'athlétisme. On va rapidement vous proposer cette autre information sous forme de bref avant d'entrer dans la seconde partie de cette émission. C'est le beach soccer, le Cameroun, qui s'apprête à faire son comeback sur la scène continentale après une décennie d'absence, comme on peut le voir sur ces images. Une vingtaine de joueurs sont actuellement en stage à Kribi. C'est pour préparer la double confrontation contre la sélection du Sénégal. C'est évidemment dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer prévue au Mozambique du 21 au 30 octobre 2022. Il faut rappeler donc que le Cameroun va donc affronter le Sénégal qui est triple tenant du titre de la CAN et souvenez-vous demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde de cette discipline. Dans le match aller, Cameroun-Sénégal est prévu à la plage de Ngoye, c'est à Kribi le 23 juillet. Le Cameroun va ensuite se déplacer au début du mois prochain, du mois d'août, pour le Sénégal, pour disputer le match retour. Pour mémoire, le vainqueur de cette double confrontation va faire partie des 8 sélections qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, coach de beach soccer. Voilà, c'est le Cameroun qui s'apprête donc à faire son comeback. Oui, je crois que les enfants sont en train de se préparer. Hein. Et surtout, c'est un sport très difficile. Hein, parce que j'avais eu à pouvoir... Je me suis entraîné en Afrique du Sud. Par semaine, j'allais une fois. Et c'est pas facile. Je crois que ça demande beaucoup d'efforts pour jouer ce sport et surtout les minutes dans le temps. Je crois que si le Cameroun se prépare bien, le coach Iwane avec son équipe, ça pourra donner quelque chose parce que c'est un expert. Oui, quand on regarde, c'est un expert qui a travaillé beaucoup de temps au niveau de la direction technique. Je crois qu'il est capé et il sait quoi faire sur un terrain, et surtout dans le beach soccer. Donc, bonne chance à lui. Bonne chance aussi, peut-être. Oui, bonne chance à notre équipe. Ça ne sera pas facile contre le Sénégal. Donc, je pense que là, il travaille plutôt bien. Donc, on va espérer. On espère aussi que va se qualifier pour la phase finale. On n'a pas de choix. Quand je vois ça, je me dis quel gâchis. Il y a eu une aventure glorieuse. Avec Joseph-Antoine Bell, je crois que ça devait être en Afrique du Sud. Juste après, quand il est rentré, les démons de la division sont réveillés et puis ils ont enterré cette discipline. Bon, si le nouvel exécutif de l'Africa Foot a pensé qu'il faut le réveiller, tant mieux. Vraiment, il ne faudrait pas qu'on spécule sur des choses qui nous ramènent toujours en arrière. Et puis les féliciter, les encourager pour qu'ils nous ramène de bons résultats. Qui puisse justement se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. C'est pour longtemps, hein, parce que... Ah oui, c'est pas en retour et puis on n'entend plus parler. On referme. Voilà, d'accord. On va rapidement peut-être prendre votre avis, coach Ernest Bambouka, sur ce qu'on a aussi observé, ce mouvement-là sur le banc de touche des équipes nationales avec, par exemple, chez les U23, Guy Fetune qui est entraîneur, le nouvel entraîneur, et puis Laurent Ndiam, qui est souvent invité sur ce plateau de la Nuit du Sport, qui est entraîneur adjoint des Lions indomptables de moins de 23 ans. Peut-être une réaction rapide. Oui, moi je crois qu'on est en train de donner la chance à ceux qui n'avaient pas la chance d'être là. Et c'est bien, parce que on trouve BD qui est aujourd'hui comme entraîneur de gardien de but, ce qui fait tout le monde avait oublié. Et le passage de ce gardien de but et qui a fait du bien dans le sport camerounais, qui a été bien... il a fait une bonne carrière en Europe. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça me fait plaisir que j'ai dit bonne chance à Laurent Ndiam. Il cherchait cette position depuis. Je crois qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il essaie de regarder, qu'il essaie de projeter, parce que là, c'est un projet
C'est des projets, moi je crois aujourd'hui que ceux qui ont réfléchi à mettre les gens, changer les bandes de touche, ça veut dire que Rigobert sont été dans le U23, Guy Féchiné qui était son adjoint est resté, et Laurent Djang est assistant, ce qui veut dire que ça mûrit. Il faudrait maintenant qu'il y ait du résultat. Laurent Djang, c'est un entraîneur, qui connaît très bien le championnat camerounais. Et les joueurs camerounais. Forcément. Et il est capé. Ça veut dire que son principal pourra ne serait-ce que l'écouter beaucoup. Parce que quelque part, ce que nous avons eu dans les équipes nationales, moi je n'ai jamais été, mais je me dis qu'il y a eu mauvaise collaboration. Il faudrait que toute personne qui travaillera avec ses adjoints puisse leur donner cette chance de pouvoir s'exprimer et dire ce qu'ils pensent par rapport à la réussite de l'équipe. Quand l'équipe gagne, c'est tout le monde qui gagne. Ce n'est pas moi, Mabouka, qui gagne. C'est toutes les personnes. Ça veut dire que sur le plan médical, sur le plan de kit manager, tout ce monde qui est dans le staff a gagné. Ce qui veut dire que en tant qu'entraîneur principal, il ne faudrait seulement pas écouter ces gens qui sont à côté. Même ceux qui s'occupent des équipements auront quelque chose à vous dire qui pourra vous sauver en tant que technicien. Je crois qu'aujourd'hui, le sport, et surtout avec cette mouvance, il faudrait que ça puisse continuer, parce que nous avons dit ça la semaine passée, par rapport à Eboué, qui est mon collègue, qui est aujourd'hui entraîneur de gardien chez les U20. Moi, ça me fait plaisir, parce que quelque part, c'est le nom qu'on avait oublié au Cameroun, et ils sont revenus aujourd'hui. Il faudrait que la fédération puisse, ne serait-ce que, si c'est tailler, enlever et continuer avec de nouvelles personnes, que ces personnes puissent ne serait-ce qu'avoir la chance de pouvoir travailler. Donc, je crois que c'est une nouvelle ère de la Fédération camerounaise de football. Personne à sa place. Et maintenant, c'est les nouveaux noms qui sont là. C'est vrai qu'on va marquer une pause publicité dans un court instant. Mais Georges, quand même, vous parlez de nouvelle ère, vous parlez de mouvance. On a quand même, ces derniers temps, quand même, ces nominations qui tombent de temps en temps. Et forcément, d'autres vont suivre concernant ces différentes sélections de foot. Comment est-ce que vous analysez justement la configuration qui se dessine de plus en plus? Non, je pense juste que Eto'o, arrivé à la tête de la fédération, il a trouvé ce que son prédécesseur avait mis en place. Et s'il a été élu, c'est surtout pour venir avec apporter quelque chose de différent. Donc je pense qu'il fait juste ce qu'on attendait de lui, essayer d'apporter quelque chose de différent. Maintenant, après, il faut avoir la même lucidité par la suite de juger ça face à l'adversité. Et c'est là où j'attends. Aujourd'hui, moi je suis déjà content pour Laurent Djang, parce que c'est un monsieur humainement que je connais et qui est très appréciable. Maintenant, j'attends aussi beaucoup de monsieur Guy Féchiné, qu'on a connu beaucoup plus en tant que joueur de l'équipe nationale. On nous a dit beaucoup de bien de ce qu'il a fait après sa carrière de footballeur. Maintenant, j'attends de voir ce que tout ça va donner. Moi, je suis pas aussi optimiste, mais je suis non plus pessimiste. J'observe, je regarde et j'attends ce que ça va donner. Voilà. Vous attendez aussi ce que ça va donner, ces différentes nominations sur les bancs de touche. Oui, depuis que Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, libère par dose homéopathique ces nominations, on a tendance à haïr ça sur les réseaux sociaux. Mais les gens doivent comprendre que lorsque vous êtes élu, vous avez un bilan à défendre après, au terme de votre mandat. Par conséquent, vous venez avec votre équipe. Vous venez avec votre équipe. Vous balayez l'équipe qui était là avant, c'est entre guillemets à balayer, parce que c'est vous qui allez défendre votre bilan. Ce n'est pas ceux que vous nommez. Parce que ceux que vous nommez n'ont pas de compte à rendre à, je ne sais pas, quel électoral. Parce que c'est vous qui avez été nommé, il y a un comité exécutif qui doit rendre compte. Donc moi je pense que Eto'o vient avec ces gens. Et c'est même un engagement électoral. Football aux footballeurs, football aux nationaux. Maintenant, ils ont le pied à l'étrier. Ils sont maintenant, comme on dit, le maçon au pied du mur. Ils ne seront pas absous si demain ils font des conneries. Ça, soyez-en sûrs. Les Camerounais observent de près, regardent de près tout ce qu'on fait
à Tinga. Donc ils ne seront pas vraiment pardonnés pour toutes les fautes qu'ils vont commettre là-bas. Pour le moment, ils ont toute l'onction, toute la légitimité populaire que porte le président Samuel Eto'o. Bon, attendons voir d'ici quelques années, et puis on pourra faire une évaluation, et puis savoir, oui ou non, s'ils ont bien fait le travail. Un mot aussi, n'est-ce pas, avocat, sur cette actu concernant l'ancien sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceição. L'État camerounais devrait payer dommage à plus d'1 milliard de francs. Je crois que quand vous voulez dynamiser votre fédération, et surtout quand un entraîneur travaille et qu'il pêche par rapport à ce qu'il a eu à pouvoir dire. Parce que le plus important, c'est que nous regardons, c'est que quand je suis entraîneur de football, qu'est-ce que je peux produire? Il ne faudrait pas aller dans un jeu qui ne pourront pas vous faire gagner. Conceição aujourd'hui gagne de l'argent, mais sans toutefois produire quelque chose aux Camerounais. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, je crois que ce que nous devons savoir, c'est que la peau nous tue toujours, parce que nous sommes des Noirs. Mais quand un Blanc signe un contrat, avec tous ses avocats, nous devons nous attendre que on va pleurer par rapport à ce qui va bénéficier. Parce que quand on regarde tout cet argent que nous sommes en train de perdre aujourd'hui, par rapport à la signature de Conceição, je me rappelle, je peux revenir un peu en Afrique du Sud, avec l'entraîneur brésilien. D'abord, il s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique. Il joue la Coupe d'Afrique. Il déclare qu'il est malade, qu'il va faire remplacer par son frère Ferreira, qui revient parce que quelque part, en Coupe du Monde, pour reprendre l'équipe nationale sud-africaine, voilà donc le jeu que ces gens-là jouent en nous. Ça veut dire que on ne donne pas la chance aux Africains. Je crois que le président Samuel Eto'o aujourd'hui a vu, même si nous perdons l'argent, c'est mieux de voir un Camerounais dans le banc de touche, mais parce que quelque part, nous ne gagnerons jamais avec un entraîneur, nous perdons plutôt. Parce que cet argent que nous sommes en train de perdre aujourd'hui, Lydie, ça pouvait ne serait-ce que nous donner beaucoup d'infrastructures dans les quartiers. Est-ce que c'est un peu la même lecture que Georges a par rapport à... Non, peut-être Georges va prendre en tant que journaliste, moi en tant qu'entraîneur... Oui, il est journaliste, c'est pour ça qu'il est sur ce plateau. Voilà. Donc moi en tant qu'entraîneur, j'ai toujours médité et milité, toujours pour... Tu es Camerounais, tu mérites d'être là, tu es là. Voilà. Donc, même en Afrique du Sud, je le disais. Et tant mieux si on doit payer une ardoise assez salée comme celle-là, par exemple. Non, je pense que ce qui se passe avec M. Conceição, c'est simplement la conséquence de cette relation incestueuse entre l'État du Cameroun à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football. M. Conceição arrive parce que le ministère des Sports et de l'Éducation physique a la main au niveau de la présidence. Par rapport à la fédération. Tout comme M. Kluivert et M. Seedorf étaient arrivés, parce que c'est la fédération qui avait la main à l'époque au niveau de la présidence. Et dès qu'il y a le choc entre les deux institutions, il y a la masse. Et celui qui s'en réjouit, dans le cas d'espèce, c'est Conceição, tout simplement. Est-ce qu'on peut en vouloir à Conceição? Non, il est venu au Cameroun, il a signé un contrat, et puis s'il y a rupture abusive de son contrat, il fait ce qu'il a à faire. En plus, il n'est pas Camerounais. Pourquoi vous voulez qu'il pleure pour nous? Non, je pense que si on était sauf que comme disait Ernest, cet argent aurait pu servir à autre chose. Oui, le problème est d'abord camerounais. Ce n'est pas Conceição le problème. Le problème, il est d'abord camerounais. C'est un problème entre deux institutions qui souhaitent avoir le pouvoir. Même si le pouvoir, on sait où il se trouve. Il se trouve à la présidence de la République, dès qu'on parle de notre équipe nationale du Cameroun. Mais c'est à ce niveau-là. Et que chacun essaie de donner des coups à l'autre quand il en a l'opportunité et quand il en a la possibilité. M. Conceição nous avait qualifiés pour aller jouer les 2 matchs contre l'Algérie. Quelqu'un d'autre vous aurait dit on aurait dû laisser Conceição, qui nous a qualifiés, aller jusqu'au bout. Le président de la Fédération camerounaise de football a eu un autre regard. Et sportivement, son regard a été validé par la qualification avec Rigobert Song. Mais c'était un risque qui a des conséquences. Et ces conséquences, on doit être en mesure de les assumer
financièrement. Je ne sais pas si on les assumera sportivement, mais financièrement, il faut être capable de les assurer. C'est dommage, parce que les choses auraient dû se passer autrement. Mais que pouvons-nous faire? Ça fait déjà plusieurs années qu'entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la fédération, au sujet du staff technique des Lions indomptables, on assiste à ce spectacle-là où l'arbitre, qui est la présidence de la République, décide d'arbitrer le match quand il souhaite et en fonction d'un certain nombre de choses que parfois nous ne maîtrisons pas ici. Donc malheureusement, nous tous on assume les conséquences parce que je ne suis pas sûr que c'est là on adresse la facture à la fédération parce que c'est la fédération qui est la version visible du football au Cameroun. Mais en réalité, vu la manière dont on paye nos sélectionneurs chez nous, il ne faut pas penser que le contribuable, à travers les impôts, et donc à travers l'État du Cameroun, ne sera pas amené à souffrir parce que c'est peut-être une partie, pour ne pas dire l'ensemble de son argent, qui pourrait payer ce qui nous attend à la réconciliation. Didier? Oui, moi je vais réfléchir ici en tant que comme un stratège. On l'a viré et on a eu la qualification. Point barre. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Ouais. Le président Samuel Eto'o a pris un risque qu'il a payé. Vous comprenez. Maintenant, ceux qui ramènent le milliard en débat, bon, on sait dans quelle cuisine, dans quelle officine se prépare ce genre de choses. Vous comprenez. Ce que je ne voudrais pas paraître un peu condescendant, comme ces fonctionnaires du ministère du Sport que l'on voit sur des plateaux de télé, traiter les gens d'incompétents, traiter les gens de tous les mauvais noms d'oiseaux, alors que jusqu'à présent, ils sont incapables de présenter le rapport du CHAN et de la CAN, mais ils sont prompts à traiter les autres donc vous attendez le rapport du CHAN? Bien sûr, madame. Ouais. Le peuple attend le rapport du CHAN et de la CAN. Un rapport public. Voilà, donc vous ne pouvez pas aller sur les plateaux, vous traiter les gens d'incompétents, alors que vous êtes incapable, après près de 3-4 mois, de livrer un simple rapport. Vous comprenez? Donc, moi, je dis, ceux qui ont poussé le ministre de Sport, le professeur Mohamed Kombi, à anticiper sur la signature de M. Komsé Sao, bien longtemps après la qualification, l'ont trompé. On aurait pu dire que, bon, voilà, monsieur, votre contrat s'arrête avec la CAN, et puis après la CAN, on verra. Mais on l'a anticipé parce que les gens ont d'autres agendas, parce que les gens sont dans les rétro-commissions. Ben, il faut le dire. Vous comprenez? Si Samuel Eto'o avait le flair d'un grand joueur qu'il a été, a dit, bon, voilà, moi j'ai vu ce que vous avez fait pendant la CAN, c'était pas bon. Parce qu'aujourd'hui, on veut faire croire que peut-être avec... bon, je ne sais pas, vous comprenez. Mais une chose est sûre, avec lui, ça n'a pas été bon pendant la CAN. Ça n'a pas été bon. Donc, il a sauté sur l'occasion, il a mis de côté. Sinon, on doit payer le milliard. Et ce qu'on gagne, ce qu'on doit recevoir, d'avoir en termes d'image, lorsqu'on sera au Qatar, ce qu'on va verser à l'Africa Food, mais ça dépasse quand même le milliard. Ça compense plus alors. Oui, je crois que c'est dans le football, il faut risquer. Hein. D'accord. Et risquer, et le président Samuel Eto'o a risqué parce qu'il savait qu'il est toujours un gagnant. Hein. Vous regardez, à chaque fois, il vous a toujours dit si les gens pensent à un niveau, lui pense au-dessus de ce niveau-là. Donc je crois qu'il est en train de manager la Fédération camerounaise de football. Il est en train d'amener l'image que nous recherchons. Parce que quand je regarde un peu le projet, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il fera des clubs camerounais des multimillionnaires. Parce que je crois, pour moi, je peux aussi dire que si le championnat prochain, on connaît déjà la date, ce qui veut dire que le Cameroun est en train de gagner. Parce que là, le championnat va se jouer, l'équipe nationale va se préparer pour aller en Coupe du Monde. On aura un championnat qui est en train de se jouer. Moi, je crois... J'ai été footballeur, j'ai joué plus de 25 ans au Cameroun. J'ai joué un championnat après un an. La saison finie, on joue la Coupe du Cameroun comme j'ai joué en 98. Après 3 mois, on a joué la finale de la Coupe du Cameroun. Cette fois-ci, on a vu un peu quelque chose qui allait un peu plus vite. Donc, pour moi, je dis, l'argent que nous avons perdu dans le contrat de Conceição
a été récupéré plus que ça dans le jackpot et dans la confiance de la fédération, du président de la Fédération camerounaise de football. D'accord, on marque notre pause publicitaire. On se retrouve juste derrière. Comblez votre soif de sensations nouvelles avec Cristal, votre gamme de saveurs fruitées, allégées en sucre et en gaz. Crystal Drink, cristallisez vos envies. À s'intéresser dans la seconde partie de cette émission au football féminin. Le football féminin avec, entre autres, la Coupe d'Afrique des Nations 14e édition qui se dispute actuellement au Maroc. Vous connaissez l'affiche de la finale prévue le 23 juillet prochain. Afrique du Sud, Maroc. Le Cameroun, pour sa part, est barragiste pour la prochaine Coupe du Monde de football féminin prévue en 2023. Mais avant, on va s'intéresser rapidement à la Coupe du Monde de football féminin militaire. Didier Yimkoa qui tenait absolument à ce qu'on en parle. C'était en tout cas prévu. On va quand même constater un parcours sans faute pour le Cameroun jusqu'ici dans cette compétition. 4 matchs, 25 buts. Et puis, on est en finale. Ouais. Tout mon souhait, c'est que ces filles-là ramènent la Coupe du Monde. Qu'on le veuille ou pas, c'est la Coupe du Monde. Ouais. Et puis, ça va évidemment rester là, dans un bon coin, au ministère du Sport. Je voudrais qu'on en parle un peu plus, parce que c'est quand même... Vous savez, le sport véhicule quand même un certain nombre de choses, de valeurs, de vertus. Et puis, ça restera dans l'histoire du monde du football féminin qu'à la première édition, c'est les Camerounaises. Les Camerounais ont battu quand même des grandes puissances, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, pour ramener la Coupe. C'est quand même quelque chose de phénoménal. Ouais. Que l'on dise que c'est quand même l'Afrique qui a cette Coupe du Monde, le Cameroun, face à des grosses puissances comme les États-Unis. Moi, je pense qu'il faut en parler assez. Et puis, je salue la coach qui encadre ces filles-là. C'est quelque chose pour moi de phénoménal. Bien qu'il y ait certains Camerounais qui tentent à banaliser ce tournoi en disant qu'elles ne sont pas militaires, mais on s'en fout parce qu'il n'y a pas que le Cameroun. Comment ça, vous vous en foutez Oui, parce qu'il n'y a pas que le Cameroun qui a des, entre guillemets, les mercenaires. L'essentiel, c'est que nous sommes en train de gagner et puis c'est formidable. Dans l'essentiel, c'est de gagner. Ernest Mabouka, qu'est-ce que vous pensez justement de ce parcours du Cameroun dans cette compétition jusqu'ici? Très bien, parce que Mike Loumou, je la connais, elle est une battante. Elle est celle qui est le coach de l'équipe nationale U17 au Cameroun avec l'équipe nationale, elle est là. Je crois que ce que moi je pouvais dire, c'est que il faudrait que les institutions, hautes institutions du Cameroun, ça veut dire que comme l'armée camerounaise, puisse ne serait-ce que valoriser le sport. Ça veut dire que le football en particulier, ça veut dire qu'on retrouve Fab qui est là aujourd'hui, qui est managé par quelqu'un que je connais beaucoup, puisse ne serait-ce que montrer ses visages dans le football au Cameroun. Non, pas seulement... C'est pas seulement aller en Coupe du Monde. Non, pas seulement dans d'autres disciplines, parce que FAP est bien, c'est une équipe qui est bien présente dans d'autres disciplines, comme vous voulez. Donc vous attendez une équipe comme ça dans le volley, le hand, donc vous attendez une équipe comme ça dans le foot aussi. Dans le foot aussi, parce que quelque part, moi je crois, quand le coach de l'équipe nationale, Alain, était avec FAP, on avait eu à causer. Et il m'a dit la politique de Seja, comment on gérait cette équipe-là. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre les moyens pour aider les footballeurs camerounais? Parce que FAP, ils ont une équipe, mais ça ne rayonne pas, ça ne montre pas
ils mettent vraiment de moyens. Je crois que dans la Coupe du monde militaire aujourd'hui, quand on regarde l'équipe même de FAP, filles qui jouent dans le championnat, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils mettent des moyens pour qu'ils soient les premiers. Les militaires, c'est les gens qui sont forts. Les militaires, c'est les gens qui ont de l'argent. Qui regardent seulement que le sport, tous les sports, en général, qui gèrent, qui puissent, qu'on puisse voir les joueurs de FAP conduire des grosses voitures. Hein. Parce que c'est quand même un corps qui a beaucoup de moyens au Cameroun. Et donc, pour moi, c'est super de voir Mike Ndomo, qui était quelqu'un de privé, qui était allé manager une équipe militaire qui fait mal à la Coupe du monde militaire. C'est pour moi, chapeau à Mike et bonne chance pour la finale. Ouais, bonne chance pour la finale au Cameroun, Georges, qui est en passe d'écrire l'histoire quand même dans cette Coupe du monde de football féminin sur le plan militaire. Oui, non, je pense que le plus important, c'est pas seulement la victoire, c'est la manière dont elle gagne. C'est les scores, contre la Belgique, là, ça a fait 8-0. Donc, il y avait 12-0 contre l'Irlande. On a battu l'Allemagne 3-0. Un peu moins. Donc, voilà, c'est pas grave. Donc, pour moi, c'est plus ça, c'est que ça démontre qu'il y a de la manière. Elle ne se contente pas juste de gagner, elle gagne avec de la manière. Et je pense que c'est effectivement ce qu'il faut retenir. Ça fait plaisir. En plus, c'est le football féminin. Donc, pour moi, je prends. Je suis comme Didier. Je préfère ne pas trop regarder certains débats et puis je prends. Je prends et je suis content pour elle. Maintenant, il faudrait aller au bout parce qu'il faudra entrer dans l'histoire. Et puis, moi, je voudrais revenir sur les gens qui pensent que le fait d'être civil et aller jouer dans un tournoi militaire relève la tricherie. J'avais dit non. Le ministre délégué à la défense au Cameroun n'est pas un militaire. OK? Et puis, si vous allez au ministère de la Défense, vous y trouverez des fonctionnaires qui sont des civils et qui travaillent pour l'armée et même pour la défense et même pour les forces de défense et de sécurité. Donc, moi, je pense que... l'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr. Donc, moi, il ne faudrait pas chercher peut-être à banaliser ce tournoi, banaliser notre trophée. Il faudrait expliquer aux gens que... Le trophée n'est pas encore là. On l'aura. Ça, je peux vous rassurer. On l'aura. Donc, cette Coupe du Monde-là, on l'aura. Et puis, comme je l'ai dit, c'est une Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde. Et même si vous revisitez l'histoire de la Coupe du Monde, comme celle du Qatar, au départ, ça n'avait pas démarré en Trump. Hein. Ça avait démarré comme celle des filles, des militaires, là, vous comprenez. Et puis, je peux vous rassurer que peut-être on ne sera plus là. D'ici 10, 20, 30, 40 ans, cette Coupe du Monde là, sera très très bien relevée. Et on parlera du Cameroun comme le premier pays qui a soulevé ce trophée-là. Voilà, on va toujours continuer avec les filles, en nous intéressant cette fois, Agnès Mabouka, à cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui va se disputer le 23 juillet prochain. Une finale qui opposera donc cette année l'Afrique du Sud au Maroc, le pays hôte de la compétition. Quel qu'en soit le cas, on comprend qu'il y aura un nouveau vainqueur de cette CAN féminine. Ce ne sera pas le Nigeria, ce ne sera pas la Guinée équatoriale. Voilà, ce sera soit l'Afrique du Sud, soit le Maroc. Moi, je crois que c'est l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud a démontré dès le premier match que cette équipe a beaucoup de potentialité. Parce que quand vous regardez l'Afrique du Sud battre le Niger à 2-1, et c'est une équipe qui n'a pas, jusqu'à l'heure actuelle, n'a pas encore perdu un match. Je crois que Désirée, elle a montré ce genre qu'elle va arriver à ce stade-là où elle se retrouve aujourd'hui. Je crois que ce que je dis tout le temps, c'est qu'il fallait voir, parce que quand elle a pris le projet, étant assistante de l'Hollandaise qui était coach principal, on s'est rencontrés à l'hôtel. On devait jouer un match de première division en nocturne. On a causé parce qu'on a passé une semaine ensemble. Elle nous a dit que le jour qu'elle sera principale, elle va faire le casting partout en Afrique du Sud. C'est ce qu'elle fait.
Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des... Quand le président de la Fédération sud-africaine de football donnait cette équipe à Désiré, il savait que cette fille-là va faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est au podium, mais elle a été meilleure entraîneur des années passées. Donc, je crois que le sacre sera, le jour de la finale, il va montrer à tout un chacun que... Parce que quand vous regardez l'équipe sud-africaine, elle change les joueuses tout le temps en fonction des adversaires. Quand vous regardez les demi-finales, c'était un match truqué, hein. C'était pas un match facile. Donc, juste par rapport à l'Afrique du Sud, a eu des sueurs froides, mais elle s'est ressaisie. Une chance qu'elles ont eu un penalty, elles ont mis ça dedans. Je crois que cette équipe est une équipe que nous allons voir dans les années à venir arriver toujours à ce stade, parce qu'elle nous a montré quelque chose de spécial. Aller battre le Nigeria, ce n'est pas la première fois. Mais là, en pleine compétition, parce que dans les matchs amicaux, l'Afrique du Sud a dû abattre le Nigeria. Quand on regarde cette équipe, moi je crois que pour une fois que je vois la coach, je n'ai jamais vu cette équipe, cette coach inquiète. Oui. Parce qu'elle a confiance en ses joueuses. Et c'est ça qui fait un entraîneur de football. Quand tu as confiance en tes joueuses et tu sais là où tu veux arriver, tu projettes et tu amènes un projet parce qu'elle a fait le casting dans tout. À Venda, dans le coin où vous ne pouvez pas arriver, elle est partie chercher les joueuses là-bas qui sont aujourd'hui dans... Et l'Afrique du Sud a un centre spécialisé pour recruter ces jeunes filles-là. Et commencer à les entraîner à la base. Je crois que si le Cameroun un peu copie ce que l'Afrique du Sud est en train de faire, nous aurons une très grande équipe. Parce que le mental des joueuses camerounaises est différent du mental des joueuses sud-africaines. Parce que le joueur, moi j'ai été en Afrique du Sud, j'ai fait 10 ans en Afrique du Sud, le joueur sud-africain n'aime pas de pression. Pas du tout. Oui. Et bien vous avez vu, si vous voyez le coach sud-africain parler beaucoup au banc de touche, non, pas du tout. Juste peut-être dire quelque chose. Parce qu'un joueur sud-africain, une joueuse sud-africaine, dès qu'elle est fâchée, elle est même prête à quitter le terrain. Donc c'est par moment ce que par certaines personnes disent. Le football féminin est différent du football masculin. Oui. Parce que l'homme, tu peux le gérer n'importe comment, mais plus particulièrement le joueur sud-africain et la joueuse sud-africaine, elles ne sont pas faciles. Imaginez dans un pays où vous venez à la veillée et le soir, on vous dit que votre enfant est malade, le joueur quitte la veillée, il ne vient plus. Il va voir son enfant à l'hôpital, il ne viendra plus jouer. Ça se passe en Afrique du Sud. Ce sont les réalités. C'est les réalités parce que elles ont un cœur trop familial. Ça veut dire que tous ces problèmes que l'Afrique du Sud a affecté beaucoup de personnes en Afrique du Sud. Et donc, ce que je regardais, c'est comment les manager. Parce que moi, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas. J'ai pris un gardien de but en Afrique du Sud qui a encaissé 7 buts en 2 matchs. Paris contre Vette Université. Et j'ai dit à mon coach principal, Clav Baka, je veux ce gardien. Il me dit non, Ernest, tu prends le risque. J'étais avec lui à Vette. J'ai dit, donne-moi ce gardien, je vois quelque chose de spécial. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, on joue mes crédits contre Paris. Je veux ce gardien signer mardi. Et mardi soir, on fait la séance d'entraînement. Si on ne bat pas Paris, coach, vous m'enlevez comme entraîneur de gardien. Je prends le risque. Et parce que j'avais vu ce gardien, on avait joué un match amical, j'ai dit au coach que les gardiens que j'ai fait signer ne vont pas me donner quelque chose. À un moment, ils vont se fatiguer. Et ce que j'avais gagné à ce gars avec tout le monde, c'est que quand je prenais ce gardien, je prenais le risque à montrer à tout le monde qu'il est possible de prendre un Sud-Africain, de lui donner le conseil et de le motiver de jouer un match. Pour avoir un résultat. On a fait, mardi, cette chauffeur, on a fait une séance de classage, de préparation de match à la veille du match. J'ai dit au coach, on a gagné le match. D'accord. Et arrivé dans le stade, on gagne Paris 1-0. Le coach me pose la question, pourquoi? J'ai dit, il fallait voir. Il avait envie de se revenger. Il fallait lui donner la chance. Avec, il était 3e gardien. Dès que le premier gardien est venu, je vous ai dit, donnez-moi ce gardien parce que quelque part... Et c'est pour vous dire que les joueurs sud-africains, actuellement, ont leur maman à côté. Ça veut dire que Désiré connaît
comment gérer les joueurs sud-africains. Parce que celle qui est partie, la Hollandaise là, elle est partie juste par rapport à les relations qu'elle voulait amener un peu, à ces filles-là. Et ces filles-là ne voulaient pas. Et depuis qu'elle est là, les filles ici vont de résultat en résultat. Donc, voir l'équipe sud-africaine là aujourd'hui, moi je ne suis pas surpris. D'autres personnes sont surpris parce que je connais. Parce que quand le demi-finale s'est passé, on citait les noms de certaines filles-là que je connais, qui ne sont plus là aujourd'hui, à cause du management de Désiré. Donc je crois, bonne chance à l'Afrique du Sud, je crois que cette équipe va gagner. Alors, Georges, est-ce que c'est l'affiche de la finale que vous avez peut-être espéré dans cette compétition? Non, c'est vrai que j'aurais un peu le Sud, Nigeria avec l'Afrique du Sud. J'aurais moins le Maroc parce que je me disais que bon, le Maroc, ça faisait un moment déjà que le Maroc n'était plus arrivé à ce niveau-là, la compétition, et que ça va finir par flancher en quart ou en demi. Maintenant, je savais aussi que l'avantage aujourd'hui que le Maroc a, c'est d'avoir Reina Pedros sur son banc de touche. Oui, absolument. Qui a pratiquement tout gagné avec Lyon, qui a pendant un moment été plusieurs fois l'un des meilleurs clubs d'Europe, avec Reina Pedros. Tout comme en Afrique du Sud, il y a eu un énorme travail qui a été fait au Maroc depuis qu'il est arrivé. On lui a vraiment donné les clés. Et ça se ressent aujourd'hui, hein, quand on regarde justement cette équipe marocaine jouer. On lui a donné les clés, on a mis sur pied un centre dédié au football féminin. Et on allait prendre l'organisation de cette CAN pour lui permettre d'évaluer le travail qui a été fait depuis qu'il est là. Donc, je pense que le travail, il est là, il est visible. Comme pour dire, comme on le dit trivialement chez nous, ce qui est bien préparé peut aboutir à quelque chose d'intéressant. Donc, c'est pas en réalité une surprise par rapport à tout ce qu'il disait tout à l'heure de l'Afrique du Sud. Je pense que l'Afrique du Sud, pour moi, faisait déjà partie des équipes parce que c'est une équipe qui est en progression depuis quelques années déjà. Donc, je trouvais logique qu'à un moment ou à un autre, cette équipe puisse prendre le dessus sur le Nigeria et le Cameroun. Sur le Maroc aussi, le 23 ? Ah, je pense que ça sera serré. Maintenant, l'avantage aussi que le Maroc a, c'est que le Maroc est à domicile et que j'ai quand même remarqué depuis le début de ce tournoi que je n'irai pas très loin comme ça en disant qu'il y a un peu de l'arbitrage maison. Mais il est vrai que sur certaines décisions arbitrales, sur des matchs du Maroc, on peut quand même se dire que voilà, ça peut se siffler comme ça pourrait ne pas se siffler. Ça peut donner le rouge comme ça aurait pu donner carton jaune. Donc, je n'irai pas plus loin. Mais je pense que ça sera un match serré. Je pense que les deux équipes sont armées. Sur le banc de touche, il y a vraiment un duel. Sur le terrain également, il y a un duel. Donc, c'est bien. Pour moi, je pense que c'est surtout une bonne nouvelle pour le football africain, le football féminin en Afrique, dans son ensemble. Ça sera une bonne publicité pour ce football-là. Voilà. L'autre joue déjà plus de 45 000, près de 46 quand même, spectateurs pour regarder ce match. Didier Yimkwa, cette finale, vous attendiez à quoi? Un match aussi serré entre l'Afrique du Sud et le Maroc, le 23 Je ne suis pas vraiment surpris. J'ai eu le privilège de partager quelques plateaux avec le coach et je sais qu'il a fait longtemps en Afrique du Sud. Personnellement, moi, je ne suis pas surpris. Cette finale-là, je ne suis pas surpris parce que si vous observez le travail de ces deux équipes-là avant le tournoi, vous allez comprendre qu'on n'arrive pas à ce niveau-là parce qu'on a prié « Oh Seigneur, Seigneur, viens-moi en aide. Oh Seigneur, viens-moi en aide, viens me sauver. » C'est pas mauvais aussi, le Seigneur est pour tout le monde. Le Seigneur aussi pour tout le monde. Le Seigneur pour les Marocains, pour les Camerounais, pour les Algériens, pour tout le monde. Donc il faut travailler. Il faut vraiment travailler. Donc, je pense qu'on aura une très très belle finale. Moi-même, je ne peux pas m'hasarder à donner le nom du vainqueur. Parce que jusqu'à être surpris. Le coach Mabouka, il est formel. L'Afrique du Sud va remporter le trophée. Il a un peu d'Afrique du Sud en lui. Lorsque vous avez passé 10 ans dans un pays,
vraiment, vous portez ce pays un peu comme dans un amphithéâtre, le cœur est comme dans un amphithéâtre. Hein. Donc, ce pays a une place dans votre cœur. Donc, il y a son cœur qui parle et on ne peut pas lui faire le procès. Donc, moi, je pense que ces deux équipes vraiment se valent. Et puis, comme disait Georges, c'est vrai que la loi du domicile s'attend un peu, mais elle n'est pas nulle. Elle peut toujours jouer. Et surtout que le Maroc joue un peu comme les équipes européennes. Hein. Ah oui, parce que les gens travaillent, les gens bossent. Peut-être c'est l'impact du coach, mais ça, c'est les équipes qui jouent très bien. Et puis, tel que c'est parti là, je ne sais pas si d'ici 5 ans, on pourra faire encore la différence entre les hommes et les femmes. Hein. Bon, en termes d'attractivité aussi, parce que le football féminin attire déjà. Parce que le niveau du jeu est bon. Voilà, vous avez pu justement regarder voir ce niveau du jeu. Actuellement, ce qui se passe en Europe, là, regardez ce qui se passe en Europe, c'est pas n'importe quoi. Avec l'euro féminin. Mais c'est relevé. C'est surtout que Didier, si on pousse loin la réflexion, on se rendra compte qu'en termes de marché, le football féminin a un marché qui est plus large que le football masculin. Il suffit juste au football féminin de se développer. Parce que déjà, il faut, de manière factuelle, on sait que les femmes, elles sont plus nombreuses. Et si elles se laissent envahir par quelque chose qui est beaucoup plus personnel, ça peut développer un marché qui est, de mon point de vue, beaucoup plus vaste. Le marché de la vente féminine est largement plus vaste que le marché. Le problème, c'est juste développer ça. Si on réussit à développer, je pense qu'on peut apporter de la valeur ajoutée à ce niveau-là. J'espère que les féministes ont du pain sur la planche. Alors, Georges, peut-être un mot sur le bilan du Cameroun quand même dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le foot féminin. Je vais emprunter l'expression chère au livre de Jean-Bruno Tagneux, préparé programmé pour échouer. Programmé, pour échouer, parce que, bon, aujourd'hui, il y a de cela quelques jours d'ailleurs, j'ai fait une sortie sur les réseaux sociaux, je pense que c'était juste après l'élimination, où je disais tout le monde va fatalement tomber sur le coach, et je précisais à raison, parce que je ne le dédouane pas, mais je pensais que l'explication de cette élimination est liée à la structuration de cette équipe. Et je précisais que depuis 2016, l'année de la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines au Cameroun, il y a des gens qui nous ont donné en termes d'émotion quelque chose de peu commun en amenant cette équipe en finale, qui jouait tellement bien. Mais que depuis 2016, ces gens-là ont décidé de ne pas partir de l'équipe et de vivre dans cette équipe au-delà des hommes, au-delà des coachs qui sont venus. Aujourd'hui, on dit Gabriel Zavotose, c'est un très mauvais coach. Il n'a pas le résultat. C'est la même chose qu'on disait de Ndoko, c'est la même chose qu'on disait de Dieu. Enfin, en fait, l'idée ici, c'est que fatalement, on arrive à un raisonnement, on peut se dire, mais le seul coach qui est donc bon pour cette équipe, c'est Kale Nongachu. Mais ça, c'est lié à quoi? C'est parce que j'ai jamais eu le sentiment, et les faits m'ont amené à avoir la preuve de ce que je dis, c'est qu'il y a des gens, il y a un système en 2016 avec Kale Nongachu qui avait bâti quelque chose, qui arrivait juste, qui atteignait son apogée en 2016. Les gens ont cru que c'était le commencement de quelque chose. Non. C'était l'apogée. C'était un travail qu'il a bâti depuis des années, où il y a eu des échecs, mais comme il n'y avait pas encore de l'exposition, les gens sont venus voir cette équipe en 2016, avec d'abord la Coupe du Monde, et on enchaînait avec la CAN. Et les gens ont cru que c'était quelque chose qui commençait. C'est d'ailleurs pourquoi toutes les filles qui étaient les têtes de gondole de cette équipe en 2016 pour certaines, ça a chuté. Il n'y en a que quelques là qui ont pu aller au-delà. Mais c'était parce que c'était la fin de quelque chose. Et ceux donc qui géraient cette équipe à l'époque ont décidé de rester dans cette équipe à travers ce qu'on mettait. C'est-à-dire, si vous ne partez pas faire allégeance à ces gens-là, on vous créait des problèmes à travers les joueuses. C'était à coup de... bon, si tu viens d'arriver, si tu n'acceptes pas ci, bon, les filles se plaignent. Parce que, bon, comme en 2016, avec ceux notamment avec Kale Nongachu, la contrepartie
des belles performances qu'on a eues en 2016, c'est qu'il fallait fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Et donc, si toi, tu viens, tu dis que tu ne veux plus fermer les choses sur certaines choses, directement, tu es dans les problèmes avec ces filles. Donc, on a créé une république des joueuses. Et les sportifs de haut niveau savent que dès qu'on crée la république des joueuses au détriment du patron de l'encadrement technique, il y a moins de chances qu'on arrive quelque part. Donc, moi, j'implorais juste que ce système de 2016, vraiment, avec certaines joueuses, parce que c'est ça qui est dangereux dans nos pays. On vous aime. Dans notre pays, quand vous avez fait quelque chose de remarquable, notamment en sport, on peut vous donner, le peuple peut vous donner son âme. Mais le même peuple, quand quelques années plus tard, vous faites énormément du mal à ce peuple, il est capable de vous vomir à un niveau où vous n'aurez jamais imaginé. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à certaines choses aujourd'hui. Je ne vais pas citer les noms, mais c'est ce qui arrive à certaines choses parce qu'elles n'ont pas su se dire que c'était peut-être le moment de s'arrêter. C'était le moment de céder la place à d'autres personnes. C'était le moment de permettre à ce qu'on ne garde que le meilleur de moi et qu'on n'en vienne pas à regarder ce qui est négatif. Donc c'est ce que je demande aussi à la vague, à ce système de 2016. Il faut, à défaut, qu'ils reviennent aux affaires. Mais s'ils ne peuvent pas, qu'ils laissent sereinement de nouvelles personnes pouvoir aussi aller là où soit même vivre des échecs, puis se relever et repartir. Parce que ça ne sert absolument à rien de vouloir toujours contrôler et ne pas permettre aux autres de pouvoir travailler efficacement. On l'a vécu depuis... Là, on sort de 3 sélectionneurs qui sont passés pour le même résultat. Parce que il y a toujours ce système qui est en place, qui ne veut pas mourir, qui veut survivre au coach et qui veut survivre même aux joueuses. Il y a une fille, je terminerai par là, qui s'appelle Monique Ngok, qui joue en Guinée Super League. Vous savez, avant le début de ce tournoi, il y a eu une petite polémique autour de Raïssa Fedjo. Et les gens disaient, ah, mais il ne va pas avec Raïssa Fedjo, on est mort. Notre milieu de terrain va ressembler à quoi? Mais les gens ont oublié que s'il y avait Raïssa Fedjo, il n'y aurait jamais eu de Monique Ngok. Tout comme on me dit aujourd'hui, mais s'il n'y a pas shoot demain, qu'est-ce qu'on devient? Lydie, je t'assure que mon père a connu Roger Mila. Et je peux te dire qu'à l'époque de Roger Mila, je ne pense pas qu'il aurait imaginé qu'il y aurait eu un Samuel Eto'o. Le problème de notre pays, c'est qu'on a toujours le sentiment que si M. Mabouka n'est plus là demain, il y a qui? En fait, comme si on ne vit qu'avec l'homme providentiel. Et malheureusement, ça quitte la sphère politique pour se déverser dans le sport et notre football. C'est-à-dire, on continue de penser qu'il n'y a que des hommes providentiels. C'est-à-dire, s'il n'est pas là, il y a quoi? C'est la catastrophe. Or, il faut préparer l'avenir. Et pour préparer l'avenir, il faut que ce système de 2016 se retire, que certaines joueuses qui ne sont plus à niveau se retirent, qu'on laisse la place à des Monique Ngok et à d'autres filles qui sont en Guinée Super League. Elles vont se frapper la tête en plein mur. C'est pas grave. Elles apprendront de leurs échecs et parmi elles, de nouvelles championnes vont arriver. Moi, c'est vraiment ce que je réclame. Mais c'est là aussi, il faut un projet, il faut un plan bien défini. Vous êtes entraîneur de football. Ce ne sera pas au niveau de l'équipe senior. Qu'on viendra apprendre quand même. Moi, j'aimerais, parce que Georges a dit quelque chose d'important. Si vous demandez aux gens là, est-ce que Mabouka a été présélectionné, sélectionné à l'équipe nationale un jour, on va vous dire non. Mais, parce que quelque part, notre fédération n'a pas pu travailler. Vous voyez, à la fédération, moi j'ai reçu la lettre quand je suis parti en Afrique du Sud. On parle de filles, hein, coach. Oui, juste pour vous dire quelque chose, parce que Georges a dit quelque chose d'important. C'est qu'il y a des filles qui peuvent passer dans les sélections jeunes, qui ne vont pas se retrouver dans l'équipe senior. C'est la même chose que nous disons. Quand on parle de projet, quand on parle des sélections, est-ce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui peuvent faire en sorte que tu peux quitter l'équipe nationale cadet, tu joues junior et tu joues senior? Il y a peu de joueuses. Parce que cette image de football camerounais où si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas un parrain, tu ne peux pas jouer. C'est existé depuis les années 80.
Nous sommes venus à l'équipe nationale en 91 avec les Rigaud, à l'équipe nationale junior. Il y avait ça. On te regardait dans les yeux pour qu'on te sélectionne. Et la seule chose qui pesait gagner, c'est que le coach Banga Ongene partait dans des provinces. C'est là où on me recrute. J'étais du Caïman junior. On veut faire une sélection provinciale junior. Je suis dans les buts. Sur 8 gardiens, je suis le seul littoral qu'on a pris. Donc c'est pour vous dire que voilà un système, comme un tel dit Georges, le coach Enon Gachou avait travaillé pendant beaucoup d'années et il est arrivé à ce résultat. Maintenant, ceux qui sont entraîneurs des équipes nationales, qu'on leur donne un projet de 5 ans, on leur donne le moyen d'aller chercher les joueurs et les joueuses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez l'Afrique du Sud, là, c'est pas que Désirée est restée chez elle, elle a une pick-up pour aller à Benda, pour aller chercher les joueuses partout, et les former. Ça veut dire que vous amenez un projet, vous déposez à l'Africa Foot, on vous donne le travail comme entraîneur national. C'est pas de venir dans les bars, parler, c'est de travailler matin, midi, soir, chercher les joueurs et les joueuses pour donner le résultat. Nous avons eu des gens qui sont été à l'équipe nationale du Cameroun, entraîneurs, qui n'ont jamais produit de résultats, qui sont là depuis 10 ans, 20 ans. Il faudrait que ça cesse, il faudrait que ceux qui sont là, qu'on a pris, qu'on les dise, monsieur, vous êtes 5 ans ou 4 ans ou 3 ans, mais produisez-nous le résultat. Mais selon vous, qu'est-ce qui aura manqué à cette équipe du Cameroun dans cette CAN féminine, d'après vous? Le management. Le management, moi je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous faisons beaucoup d'erreurs dans notre pays ici. Et je dis ça, je le dis tout le temps. Ça veut dire que quand on prépare un match, on ne se rend pas compte que l'adversaire qui est en face de nous là, on ne voit pas sa force et faiblesse. Le Cameroun perd le premier match parce que nous n'avons pas eu à pouvoir ne serait-ce que regarder qu'est-ce que nous pouvons faire pour gagner le premier match contre la Zambie. Quand on revient jouer le match du Togo, c'est l'orgueil parce que nous sommes des Camerounais. Ah, le Togo, c'est quoi? On peut les gagner. Mais on se retrouvait en train de faire le nul. Le coach togolaise s'est mis à danser comme si elle avait gagné la Coupe du Monde. Et c'était parti directement. Donc, quand vous regardez aussi le Nigeria, et ça vous reflète un peu qu'on ne devait pas voir ces deux nations en finale. Donc, c'est le management. Moi, je me dis, comme dit Georges, par moment, quand Zabo faisait même sa préparation, il ne voyait pas ce visage. Parce que quand vous regardez la sortie des 2 premiers coachs camerounais, je parle de Doko et Alain Djefak, regardez les derniers matchs, comment ils ont joué. Très bien comme Zabo a joué son dernier match tout récemment. Ça veut dire qu'il joue un 3-5-2 où il pouvait jouer ça toute la compétition. Pourquoi il n'a pas commencé avec ce 3-5-2 du début de la compétition? Pour ne serait-ce que... Bon, c'est pour vous dire que ce que Georges dit aujourd'hui est clair. Si on vous donne la mission pour aller pêcher le poisson, on ne vous donne pas le secret. Qu'est-ce que vous devez mettre dans la mission pour prendre le poisson? Vous êtes fichu. Ça veut dire qu'on vous donne un travail à l'équipe nationale, non, on ne vous donne pas un cahier de charges. Vous partez seulement comme ça travailler. Vous êtes mort. Vous devez savoir et avoir des moyens pour faire ce travail. Aujourd'hui, moi, je crois que Zabo devait rester et se regarder en se disant qu'il n'est pas mauvais comme entraîneur, mais il est tombé dans la maison avec des gens avec qui il parlait tout le temps. Ça veut dire que vous êtes là, vous parlez, mais les gens sont contents, les gens ne sont pas contents. Il faudrait que les Camerounais quittent avec cette manière de faire. Ça veut dire que je suis l'ami de Mabouka, mais je moucharde derrière pour dire que Mabouka fait ceci, cela. Il faudrait qu'on se dise la vérité en se disant que, gars, je ne veux pas que tu sois là. Je veux que tu sois là. Donc, c'est ça qui manque dans le staff. Quand vous regardez le staff technique du Cameroun, ça vous reflète un seul match où le coach principal est parti parler à l'assistant. Ça ne vous dit rien. Ça veut dire que quelque part, une Coupe d'Afrique où vous n'avez jamais vu la coach assistante se lever, parler, et que le coach allait derrière parler à l'assistante. Parce qu'en Coupe d'Afrique, tout se montre. Les caméras sont là, aux yeux de tout le monde. Est-ce que cette équipe communique? Regardez un peu la différence entre d'autres coachs. Désiré assise, son assistant est là, et le coach des gardiens est là. Ils causent entre eux. Donc au Cameroun, c'est pour ça qu'il dit donc qu'il faudrait que le coach Zabo
qui ait confiance parce que c'est dur. Ouais. Ça colle fort parce que les déclarations qu'il a faites avant d'aller en Coupe d'Afrique, et quand il rate les débuts finales, ça lui a choqué. Hein, parce que quelque part, on s'attendait à se qualifier directement. Bon, qu'il soit fort, qu'il ait un moral, que les barrages qui arrivent, qu'il puisse démontrer qu'il peut passer. Parce que je me dis que s'il n'est pas confiant, il risque de perdre tout dans le football. Parce que en tant qu'entraîneur de football, il faut avoir un mental fort. Très fort. Alors Didier Yimkwa, par rapport à cette participation camerounaise dans ces CAN féminines qui s'achève, on était aussi programmé pour échouer selon vous? En tout cas, moi, je ne suis pas très surpris. Moi, je ne suis pas très surpris. Tu sais, les Camerounais, je ne sais pas si c'est l'émotion ou bien la vexatilité. Quand on gagne, c'est bon. Quand on ne gagne pas, c'est mauvais. On refuse de faire ce qu'on nous appelons en politique l'analyse téléologique des échecs. Il faut aller en profondeur. Vous savez, comme Georges a fait une intrusion là, en parlant de la politique, c'est des révolutionnaires qui apportent des transformations durables et souvent au péril de leur vie. Quand vous regardez aujourd'hui, excusez-moi de parler de Samuel Eto'o, sa vision est un peu révolutionnaire. Mais voyez-vous, à chaque pas qu'il pose, il doit sauter sur une mine antipersonnelle. Il y a des pièges, il y a des mines. Ce sont ses compatriotes qui soufflent le feu pendant qu'il est en train de travailler. On sort tous les jours des histoires pour qu'il débarque de l'Afrique à foot. C'est comme si les gens ne voulaient pas le développement, comme disait quelqu'un, vous comprenez. Pour ce qui s'est passé hier, le coach, Gabriel Zabo, il a la compétence de ses compétences. Il ne pouvait pas faire plus que ça. Aujourd'hui, on parle de Nongachu. Si Nongachu a passé 10 ans avec cette fille-là au plus, c'est pas parce qu'on l'aimait beaucoup. C'est parce qu'à l'époque, le football féminin n'avait aucune visibilité, ne produisait rien. Voyez-vous, lorsque le football féminin a commencé à montrer un peu de visibilité, à produire, on l'a débarqué. On lui a montré la route qui mène à l'Anafoot. Vous comprenez. Et juste après lui, jusqu'à Zabo, il y a combien de coachs? Peut-être 3 ou 4. Vous comprenez que les gens sont là, pas pour les intérêts du football, mais pour leurs propres intérêts. Moi, je pense que il ne faut pas trop tirer sur le baudet, sur le coach. Il faut très vite vraiment tourner cette page. Parce que vous parlez de l'analyse profondeur des échecs. Oui, j'en viens. Vous dites qu'il faut rapidement tourner la cette page. Vous comprenez, parce qu'on part d'où pour aller jouer cette CAN. Quelle est la qualité de notre championnat? Tout va se faire à la base. Il y a un championnat de football féminin qui se joue. C'est vrai. Donc, ces choses-là sont parties d'où? Vous pouvez me donner les équipes dans lesquelles ces choses-là ont été sélectionnées? Vous voulez qu'on mette encore tout le débat qu'on a fait partout dans la sélection de ces choses-là? Vraiment, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on revienne. En tout cas, c'est mon avis. Il ne faudrait pas qu'on revienne encore en arrière pour dire que tel ne devait pas être là, tel était là, tel a fait ci, tel a fait ça. Moi, je pense qu'on a échoué. Vous comprenez? Qu'on rentre maintenant à la base. Reconstruire. Je ne parle bien de reconstruire. On ne peut pas reconstruire ce qui n'existe pas. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps, DJ Mouka? Parce qu'on sait quand même que il ne faut pas dire qu'on n'a pas le temps. Les barrages, c'est février. Pendant ce temps, février 2023 et l'enjeu est important. C'est une qualification pour la Coupe du Monde. Je suis tout à fait d'accord. Mais le football féminin ne va pas s'arrêter là. Vous êtes d'accord avec moi? Même le Qatar, ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas important si le Cameroun ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Le problème, c'est que rien n'empêche. Lorsqu'on a un projet, rien n'empêche qu'en s'appuyant sur ce qui est là, qu'on oublie ou bien qu'on se développe ce qui doit être durable. Vous comprenez? Voilà comment, c'est ma vision.
Mais la FECAFO n'est pas quand même une épicerie. Vous avez quand même de la ressource. Vous avez des gens qui travaillent pour ce football-là. Il suffit seulement de leur confier des tâches. Vous comprenez? C'est une question de dispatching. C'est-à-dire la distribution du travail. Donc, vous dites que, OK, cette équipe, occupez-vous donc du tournoi qui se déroule actuellement. Mais pour la construction du football féminin, bon, voilà, cette équipe, la vice-présidente, elle est là pour faire quoi? Pour accompagner seulement examiner les tournants, ses voyages. Il faut qu'elle pense maintenant à rebâtir le football féminin. Elle a été votée pour ça. Hein? Vous comprenez? Elle est présidente du football féminin pour ça, pour rebâtir, pour reconstruire le football féminin. Et puis, lorsque vous discutez avec un certain... vous avez beaucoup de coachs qui encadrent ces filles-là. Ce n'est pas de la ressource qui manque. Hein? Il suffit seulement de les encadrer. Ils sont là, ils sont très nombreux. Vous pouvez les inviter ici tous les mercredis, 3-4 par semaine. Vous allez trouver. Donc, ils n'attendent que le déclic, ils n'attendent que la FECAFO leur dit que, bon, à partir de maintenant, voici comment nous allons bâtir ou rebâtir le football féminin. Vous comprenez? Les victoires. Il y a comme disait quelqu'un, les défaites d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a, les défaites d'aujourd'hui. Il y a un plan, il y a un programme qui a été présenté récemment par Franck Capi. Voilà, par exemple. Voilà. Moi, je n'étais pas là. C'était vous, les journalistes. Ouais. Donc, les défaites d'aujourd'hui participent à la construction des victoires de demain. Vous comprenez? Je l'ai dit tout à l'heure, ne pensez pas que c'est en priant dans toutes les églises que vous allez faire comme l'Afrique du Sud ou le Maroc. C'est le travail, Makeda. C'est le travail, c'est l'organisation. Vous comprenez? Laissez les gens travailler et puis en matière, par rapport aux ressources, on en a. Voilà, une ou deux dernières questions avant de se séparer. Georges, est-ce que peut-être le Cameroun, on est obligé de passer par les barrages pour la Coupe du Monde? Est-ce qu'on s'est compliqué la tâche? Oui, on s'est compliqué la tâche. N'oublions pas que la dernière fois qu'on a dû passer par là, on a été battu éliminé par le Chili. Donc, ça aurait été bien de ne pas passer par là. Mais je pense que, Lydie, puisqu'on sort de l'émission, je pense que la première chose, c'est qu'il faut arrêter de penser qu'il faut gagner à tout prix. Tout à l'heure, il a parlé pendant plusieurs heures de désir. Le président de la FECAFO avait dit qu'il faut que le Cameroun, c'est ça l'objectif, une qualification pour la Coupe du Monde de foot féminin. Je fais toujours attention au discours des présidents, c'est-à-dire en fait au discours politique. Parce que ces discours-là, en réalité, il y a un homme politique sur ce plateau. Non, ces discours ne transmettent pas toujours la réalité. Il y a toujours parfois un peu de... J'aurais été un peu discourtois, mais je ne veux pas, parce que j'aurais utilisé un autre thème, mais je ne veux pas. Mais il y a toujours un relent émotionnel on veut activer. C'est pour ça que je ne prends pas toujours au premier degré tous les discours de M. Eto'o, qui est président de la Fédération. Mais je vais aller plus loin. Aujourd'hui, cette équipe arrive en fin de cycle, Lydie. Il faut travailler, il faut la reconstruire. Et quand on veut reconstruire, on ne pense pas d'abord victoire à l'immédiat. Voilà. Et il faut des gens qui soient capables de tenir ce discours de sincérité, de franchise vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire il faut des gens qui disent, parce que Désiré Ly dont on parlait tout à l'heure, l'Afrique du Sud dont on parle, l'Afrique du Sud a déjà gagné quoi? Vous voyez que c'est une équipe qui travaille depuis longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne gagne pas qu'elle ne progresse pas. Mais elle progresse parce que justement, on a dit au peuple qu'on ne va pas gagner maintenant. Il faut attendre. Mais comme nous, on a été habitués à gagner sans même préparer les choses, c'est pour ça qu'en fait, il est difficile de dire à quelqu'un qu'on ne peut pas gagner, il faut attendre. Il va vous dire que, mais attendre quoi? Puisque nous, on gagne même souvent sans préparer. Nous sommes des spécialistes du fait de gagner sans préparer. Donc ça, c'est un problème. Il faut qu'on arrête de dire aux gens qu'on doit gagner. Il faut qu'on aille à la Coupe du Monde. Non, il faut qu'on dise qu'on est arrivé en fin de cycle. Il faut bâtir un autre cycle. Ça va peut-être nous prendre 5 ans. Donc pendant 5 ans, on va essayer de travailler. Si on peut gagner, on gagnera. Mais si on ne gagne pas, ce n'est pas grave. Nous, on est dans un projet de 5 ans ou de 10 ans. Il faut tenir ce discours de sincérité. La deuxième chose, et dernière, Lydie, c'est qu'il faut qu'on arrête. Je suis désolé, mais c'est mon avis. Il faut qu'on arrête de nommer les gens pour les récompenser. C'est pour ça que le principe du projet dont il évoquait tout à l'heure est difficile. Parce que si on nomme des gens pour les récompenser, entre guillemets, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'attend pas forcément grand-chose de vous. C'est qu'on veut juste vous récompenser.
Mais si on veut nommer des gens pour faire des choses, effectivement, il faudrait des gens qui sont porteurs des projets. Ouais. C'est-à-dire, il faudrait des gens qui viennent avec des projets, qui viennent pour dire que, OK, moi, je propose faire ci, ça, cela, dans 5 ans pour arriver là. Mais si on nomme quelqu'un, déjà, il sait qu'il est nommé parce que, bon, peut-être qu'il est l'ami de Didier Yinkwa. Ils ont travaillé ensemble sur un certain nombre de choses. Et donc, comme Didier Yinkwa est en haut, il est nommé. Il est là parce qu'il est l'ami. Il faut du temps pour qu'il comprenne qu'il doit mettre en place un certain nombre de choses. Et c'est ça qui est un peu difficile dans notre pays. Pour terminer, tout à l'heure, tu as parlé de oui, Franck Hapi. rapidement. Tu sais qu'il a un langage très mielleux. J'espère qu'il vous a déroulé les projets. Hein. Donc, il a déroulé. Il faut éviter les effets Alors, d'annonce. coach, qu'est-ce que vous pensez justement de ces 4 premiers pays africains qualifiés pour la Coupe du Monde, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Nigeria, en quelques secondes? Je crois que... L'Afrique est bien représentée. Oui, bien représentée parce que quelque part, on retrouve le Nigeria, la Zambie, et le Maroc et puis l'Afrique du Sud. On a vu ces filles-là, on a vu ces nations-là jouer cette Coupe d'Afrique. Elles ont démontré qu'elles peuvent arriver. Je crois que la suite maintenant, c'est par rapport au projet que ces gens l'ont amené, qui les ont mis et qui les met là. Parce que la seule équipe que moi j'ai peur, et cette équipe est en train de montrer un peu cette vieillissante vie, c'est l'équipe nigérienne. Le reste là, c'est des équipes qui ont des joueuses qui jouent au ballon. Elles sont jeunes, elles peuvent faire quelque chose. On a vu l'équipe nigérienne après avoir la deuxième mi-temps, quand le Maroc a commencé à jouer. On a vu que cette vieille équipe commence déjà à montrer des signes. Donc c'est la seule équipe que j'ai peur, qu'elle n'aura pas de résultats. Qui ne vous rassure pas, c'est le Nigeria. Par contre, la Zambie, c'est du répondant. La Zambie va aller aux Jeux Olympiques. Donc, ça veut dire quelque chose. L'Afrique du Sud, c'est la première fois. Mais ce qui a fait l'Afrique du Sud, c'est que Désiré a fait un match contre l'équipe nationale française. Hein. La France contre l'Afrique du Sud avait joué un match amical. Donc, elle avait déjà vu cette idée de préparer déjà cette équipe pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est bien. Et l'Afrique du Sud fera de beaux jeux. Et le Maroc, parce qu'avec ce grand entraîneur, moi, je dis, quitter, comme on disait que Zabo entraîne les hommes, entraîne pas les filles, on a oublié qu'il était depuis à l'équipe nationale junior. Donc, Pedro est en train de montrer aux gens que l'entraînement ne change pas. Ce qu'on peut faire avec les hommes, on peut le faire avec les femmes. Et beaucoup ne croient pas comme au Cameroun. On dit qu'il est difficile de gérer les femmes. Oui. Mais Pedro est parti au Maroc dans un pays où c'est difficile de gérer la femme. Et ça fait depuis 2 ou 3 ans qu'il est là. Et il produit le résultat. Et il nous a montré ça chez Yaoundé, où le Cameroun n'a pas pu battre le Maroc. Vous comprenez un peu? Donc, pour moi, ce que je peux dire, c'est que ces équipes-là qui partent en Coupe du Monde vont démontrer quelque chose de spécial. D'accord. Et je crois qu'elle se prépare déjà. Voilà, on va attendre pour voir si le Cameroun pourra passer, pour voir si le Sénégal pourra aussi passer pour compléter, pourquoi pas, la liste des pays africains qui seront représentés en Coupe du Monde. Oui, une seconde. Je voulais dire que... En fin d'émission. Oui, nommer, c'est bien. Mais j'ai eu le privilège de côtoyer des cadres de football, je dis bien football, pendant le CHAN et la CAN ici au Cameroun. Je vous jure, lorsqu'on parle d'un montage de projet de foot, ce n'est pas l'affaire des coachs. C'est-à-dire, c'est quand on a déjà bien malaxé, quand c'est prêt à manger, qu'on offre au coach. Donc, que le président Samuel Eto'o pense à ça, on n'a rien à lui apprendre, hein, qu'à côté de ça, il faut qu'il pense aux monteurs de projet. Et le Cameroun en a. On n'a pas besoin d'être footballeur. D'accord. Parce que ça respecte un certain canevas qui recrute les jeunes
à l'ESSEC, à l'université, qui peut bien faire ce travail. Merci bien Didier Yimkwa. Et on va juste rappeler que la cérémonie des CAF Awards, c'est demain du côté de Rabat au Maroc. Merci coach Ernest Mabouka d'être venu ce soir. Josh Bimbe, rédacteur en chef de Radio Sport Info basé à Douala. Didier Yimkwa, merci d'être venu. Merci à toute l'équipe technique, Zipierre, Adonis Yamen à la réalisation, Yvonne Amougou au maquillage. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.